Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo annuelle des Oscars, le rendez-vous que nous faisons donc tous les ans pour revenir sur les différents films qui sont en sélection, que j'ai tous vus, à l'exception des documentaires évidemment comme d'habitude, ils sont généralement beaucoup moins disponibles, les courts-métrages aussi. On va tous les passer en revue un par un, dans l'ordre alphabétique, et ensuite on en viendra à savoir lesquels, je pense, voir gagner les différentes statuettes. Cette année, j'ai moins de Joker, mais j'en ai quand même quelques-uns. Mais je vous rassure, par rapport à l'année d'avant, il n'y en a pas genre 5 par catégorie, c'est genre 2 maximum. Donc voilà. On peut noter avant d'y aller que, pour une année 2025 assez mauvaise en général, assez moyenne plutôt on va dire, parce qu'il y a peu d'extrêmes, il y a peu de grosses bouses, mais peu de très grosses réussites aussi. Malgré tout, la sélection se tient quand même, il y a des trucs qui sont plutôt pas trop mal. Donc au moins les Oscars ont su reconnaître les films les plus intéressants. Il y a 2 petits trucs intéressants à noter dans cette cérémonie, notamment il y a une nouvelle catégorie qui rentre en jeu cette année qui est la catégorie du meilleur casting. Ça va être assez casse-gueule du coup d'essayer de prévoir comment est-ce que ça va fonctionner parce que on ne sait pas ce que l'Académie préfère dans ce domaine particulier. Donc du coup voilà, ça va être le truc un peu dangereux de cette sélection, aucune référence pour savoir comment se diriger. Le deuxième truc à noter, c'est que le film Sinners a reçu un record de sélection. Il a été sélectionné dans 16 catégories, il est pratiquement dans toutes celles auxquelles il peut avoir accès, à l'exception de meilleure actrice notamment. On sait très bien tous les ans qu'il y a un favori qui part avec plus que tous les autres, et généralement, il repart avec 3-4 statuettes max, voire rien du tout. Je m'attends pas du tout à ce que Sinners fasse un raz-de-marée à cette cérémonie. Je pense qu'il y a d'autres films qui sont beaucoup plus parti pour marquer à ce niveau-là. Il aura sans doute quelques statuettes par-ci par-là, mais à mon avis, ce sera pas la radia, quoi. Donc c'est pas parce que le film a 16 sélections, parce que c'est ça, il est sélectionné dans 16 catégories différentes, qui va absolument tout rafler. Ne partez pas sur cette a priori-là. Tous les ans, ils nous font le coup d'avoir un truc qui a 10, 12, 11 sélections, et qui repart avec quasi rien, quoi. Voire bredouille complètement pour certains. Donc c'est juste les aléas des sélections, les gens votent en règle générale dans chaque catégorie pour les trucs qu'ils veulent, et il se retrouve que par hasard, tout le monde va mettre le truc dans cette catégorie, mais c'est pas pour autant que c'est le premier dans la catégorie pour tout le monde, quoi. Trêve de tergiversation, j'amène mon petit pupitre. On va commencer à revenir sur les films dans l'ordre alphabétique, en commençant donc par Arco. Arco, c'est ce film d'animation réalisé par Hugo Bienvenu qui raconte l'histoire de Iris, une jeune petite fille, qui voit tomber dans une forêt un jeune garçon habillé d'une tenue arc-en-ciel qui s'appelle Arco, qui vient du futur et qui doit essayer d'y retourner. Malheureusement, il a perdu une pierre précieuse qui permet à son costume de fonctionner, et elle va donc essayer de l'aider à rentrer chez lui. Un truc qui est intéressant, c'est un film effectivement sur les dangers qui guettent le monde, et notamment la nature, puisque l'environnement est vachement important dans ce film. C'est un des nombreux films dans cette sélection. Ils ont un gros traumatisme du coup maintenant avec les incendies, parce qu'ils ont eu le feu des Palissades à Hollywood il y a peu de temps. Donc les Palissades, c'est un quartier d'Hollywood qui a complètement été cramé par les derniers incendies qu'il y a eu. Et du coup, il y a pas mal de films qui contiennent des incendies, notamment dans cette sélection. Et c'est un des trucs qui va être intéressant dans les métaphores proposées par ce film, c'est que dans le climax de fin, le futur est rendu inaccessible par notre façon de traiter la nature. Alors que le futur, justement, est vachement axé sur la nature, avec notamment des cités en forme de plantes, où chaque niveau accueille son propre petit écosystème, avec ses propres petites maisons, etc. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film. J'ai beaucoup aimé le film, en règle générale. Il aurait pu se retrouver dans les tops si je l'avais vu à temps pour faire les tops de 2025, mais c'est clairement un des très très bons films de l'année dernière. C'est de la très très belle animation, et c'est notamment rempli de plein de petites idées sympas. Le simple fait que le personnage vienne du futur pour se retrouver dans le futur quand même. Je trouve que c'est un truc qui est cool, par exemple. C'est tellement de trucs où on vient du futur pour arriver dans le monde contemporain au spectateur. Là, le fait que l'histoire se déroule en 2075 et que donc déjà le présent du personnage soit un futur pour nous quand même, je trouve ça intéressant, et je trouve que tout le futur qui est élaboré est vachement intéressant. Les designs sont cool, tous ces designs de dômes, de bulles, de sphères, à différentes époques d'ailleurs. La présence également des hologrammes, la présence de ces androïdes avec intelligence artificielle. J'ai beaucoup aimé tout l'univers du film, et les petits scooters aussi qu'ils ont pour aller à l'école avec les hologrammes un peu partout. C'était vraiment super cool comme univers développé. Les personnages étaient extrêmement attachants. Je me suis beaucoup attaché à Iris et Arco, que j'ai trouvé très mignons, très sympathiques quand ils sont en train de parler tous les deux, d'échanger sur les oiseaux, etc. Je trouvais ça très mignon, et le rapport entre les deux est vachement bien bossé aussi, parce que la gamine, par exemple Iris, est fascinée par les oiseaux. Et le truc, c'est que comme ils volent,
On peut comparer Arco à un oiseau, il a en plus certaines capacités particulières, un peu futuristes. On peut le comparer à un oiseau régulièrement, donc du coup c'est intéressant ce mélange entre les deux, et quelque part, lui il est fasciné par les dinosaures, ce qui peut aussi rendre sous un certain angle logique qu'il s'intéresse à Iris, qui est un dinosaure quasiment, puisqu'elle vient donc du passé. J'ai adoré notamment les espèces de 3 Stooges qui sont en train de poursuivre le gamin pendant une partie du truc, qui sont en train d'enquêter notamment sur ce qu'il est en train de vivre, qui ont vraiment le look années 70, les lunettes années 80 pour le coup, avec un truc en arc-en-ciel. Ils sont très très drôles pendant tout le truc et c'est vraiment des personnages super attachants et super sympas du film. C'était vraiment très très bien foutu, le climax était vraiment super sympa et c'était très très bien réalisé, donc c'est un des films que j'ai beaucoup aimé dans la sélection de cette année. Il est en sélection uniquement pour la catégorie animée et on reviendra un peu plus tard sur ses chances de remporter ou pas. Ensuite dans la sélection nous avons Avatar de Feu et de Cendre, Fire and Ash en version anglaise. Je vais pas revenir dessus puisque j'ai déjà fait un vlog, donc je vous invite à aller voir le vlog de la vidéo de critique que j'ai fait sur le film pour avoir mon avis sur le film. Il est en sélection un petit peu par pitié, j'ai l'impression pour le film, pour les costumes. Donc les costumes des navires. J'ai vu des gens être choqués par cette idée que c'était des costumes, mais c'est pas parce qu'ils sont virtuels que c'est pas des costumes ou qu'il n'y a pas besoin de faire une recherche de costumes. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a cette connexion bizarre qui se fait dans la tête des gens. Du moment que c'est virtuel, il n'y a pas de costumes parce qu'on les a pas vraiment conçus, on les a pas fait. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de design non plus dans les costumes. Ce qui me paraît surprenant, c'est de le mettre en sélection pour ce film-là. Parce que les costumes de ce film-là, ils sont grosso modo ceux qu'on a vus dans les films d'avant. En fait, il y a peut-être que quelques petites modifications, quelques évolutions par-ci par-là, mais grosso modo ceux des films d'avant. Et il est en sélection pour les meilleurs effets spéciaux également. Donc voilà pour le Avatar de James Cameron. Ensuite, nous avons Blue Moon, réalisé par Richard Linklater, qui était celui qui avait réalisé Boyhood, et qui nous fait un film ici qui est fait pour essayer d'offrir une statuette à Ethan Hawke, ce qui a plus ou moins marché parce qu'il est au moins en sélection, donc il a déjà ses chances. C'est un biopic qui revient sur un chansonnier, parolier, compositeur, j'ai l'impression que c'est un mix un peu des trois, qui s'appelle Lawrence Hart et qui est très connu dans le musical américain. Son ancien partenaire de travail vient de sortir une comédie musicale qui est très connue d'ailleurs qui s'appelle Oklahoma, et il est dans un bar dans lequel il va faire la conversation avec absolument tout le monde, le barman, le pianiste, différentes personnes qui vont passer dans le truc, une jeune femme qui le fascine complètement alors qu'il est quand même de base bien homosexuel, peut-être bisexuel, mais de ce qu'on comprend, c'est quand même plutôt homosexuel dans l'histoire. Et on va suivre cette soirée quasi en huis clos, sans jamais sortir de ce décor. C'est intéressant parce que j'étais persuadé en voyant ce film que c'était l'adaptation d'une pièce de théâtre. Mais il est en sélection pour le scénario original, ce qui veut dire que c'est pas une adaptation de pièce de théâtre, mais il est vraiment présenté comme une pièce de théâtre. C'est vraiment un huis clos qui ne sort absolument jamais de ce décor, qui va peut-être un peu naviguer d'une pièce à l'autre, d'un étage à l'autre, au grand maximum dans un escalier, mais c'est vraiment conçu comme une pièce de théâtre, et notamment ça a ce truc très théâtral d'être très verbeux, ça ne s'arrête absolument jamais de parler. Le mec rentre dans le truc, commence à parler, et il ne va quasi jamais fermer sa bouche pendant, combien de temps dure le film? 1h40? Ah, ça avait l'air plus long. C'était pas un film que j'ai trouvé extraordinairement intéressant non plus, mais la performance de Ethan Hawke est vachement intéressante. Il y a un petit effet spécial pour le raccourcir un peu au niveau de la taille, mais ça c'est anecdotique. Mais le Ethan Hawke essaye vraiment de prendre un jeu assez différent. Tu vois qu'il essaie vraiment de sortir une performance et tu vois que c'est un film à Oscar. C'est un petit peu le truc qui le dessert aussi. Tu vois que c'est le film pour qu'il fasse sa performance, pour marquer les Oscars. Ça me rappelle un peu dans l'idée Truman Capote, donc le film qui a été fait sur Truman Capote, qui est un auteur extrêmement connu de livres américains. C'était Philip Seymour Hoffman qui jouait le rôle et tu sentais aussi que c'était une performance, mais ça faisait moins performance à Oscar, parce que notamment le film n'était pas à ce point centré sur lui, il y avait quand même d'autres personnages un petit peu pour arriver à l'écran. Là c'est vraiment, le mec tient la caméra de la première à la dernière seconde, il n'y a pas un plan sans lui dans tout le film, donc tu vois vraiment que c'est entièrement axé sur lui. C'est pas inintéressant, mais c'est pas le film que je retiendrai non plus de cette sélection, et c'est pas un film que je vous conseillerais en particulier. Voilà donc pour Blue Moon. Ensuite, nous avons Bugonia de Yorgos Lanthimos, qui va à nouveau offrir une sélection pour Emma Stone, mais je ne pense pas qu'elle l'aura cette année, parce qu'elle l'a déjà eu les autres années. Le film a été traité dans ma vidéo de rattrapage de l'année 2025. C'est l'histoire de ces deux théoriciens du complot, notamment un qui est joué par Jesse Plemons, et je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu ne pas se retrouver en sélection pour le meilleur acteur, parce que si on a un qui s'est transformé, qui a vraiment fait un truc complètement différent par sa performance cette année, c'est lui. Donc voilà, c'est bizarre. Mais donc ce sont deux théoriciens du complot qui décident de kidnapper une dirigeante d'entreprise pour lui faire avouer que le monde est dirigé par des extraterrestres dont elle ferait partie. C'était sympathique.
Je comprends que ce soit en sélection, parce qu'en plus, Yorgos Lanthimos, maintenant, c'est un habitué des sélections. Je ne pense pas, ça dit qu'il partira avec grand-chose. Cela dit, ça va affirmer, en tout cas, que ce film est bien d'une adaptation, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé qu'on n'en parle pas, mais en fait, ce film est adapté d'un film coréen. Je ne le savais pas du tout, et je pense que personne ne le savait, d'autant que dans la promo, ils en ont pas vraiment parlé. J'ai pas vu le film coréen, mais je suis allé voir sur Wikipédia son résumé d'histoire, et c'est ligne pour ligne le résumé de l'histoire de ce film-là. Donc, les fans du film coréen d'origine seront contents, parce que ça va prouver à tout le monde qu'effectivement, c'est bien adapté de ce film coréen. Ensuite, nous avons Elio, un des 2 Disney de l'année, mais malheureusement celui qui s'est cassé la gueule, qui est réalisé par Madeline Charafian, Domi Shi et Adrian Molina. Le film raconte l'histoire du petit Elio qui vient de perdre ses parents dans un accident, qui est récupéré par sa tante, mais qui ne se sent pas accueilli, qui ne se sent pas chez lui, et qui est fasciné par l'espace et les extraterrestres et la possibilité de vie ailleurs. Puisque cette idée est une métaphore de la question « sommes-nous seuls dans l'univers ?» Et donc ça parle de sa solitude à lui, de petit garçon qui vient de perdre sa famille et qui ne trouve pas sa place, qui n'a pas d'amis par exemple, et qui a beaucoup de mal à vivre en société. Il va voir son vœu exaucé quand il va être récupéré par un vaisseau extraterrestre qui va le prendre pour le leader de la Terre, et il va rentrer dans ce mensonge, décider de se faire passer pour le leader de la Terre, d'être admis par cette sorte de fédération intergalactique. Il y a beaucoup de références à Star Trek dans le film, pas mal de références en général à la science-fiction et des références à E.T. par exemple à certains moments. Au tout début, il y a un petit segment qui te raconte dans un musée l'histoire de la sonde Voyager. Et l'histoire est racontée par Kate Mulgrew, qui jouait la capitaine du vaisseau Voyager dans Star Trek. Donc vraiment, quand on est un petit peu fan de science-fiction, on retrouve pas mal de clins d'œil là-dedans, et je pense que j'en ai loupé quelques-uns d'ailleurs quand j'ai regardé le truc. Et on va donc suivre ses aventures, et notamment sa rencontre avec un petit alien qui est lui aussi un enfant, et qui va devenir son ami, un de ses premiers. J'ai trouvé que, et c'est pertinent pour un film de science-fiction avec des ovnis, c'était quand même très survolé. Ah Parce que ça va assez vite quand même. Je crois qu'il y a une rumeur comme quoi il y a eu pas mal de coupes dans le film, et je crois qu'il y a des coupes pour enlever des éléments en dehors de l'histoire, des éléments plus pour caractériser les personnages et tout ce genre-là, mais je pense pas que le film aurait été beaucoup mieux avec ces scènes en plus. Je pense que quand même le rythme serait resté trop rapide, juste on aurait eu des informations en plus sur certains points, mais l'action passe quand même un peu trop vite. Dès qu'il débarque, il a directement la cérémonie d'intronisation, dès qu'il est intronisé, il y a une menace, dès que la menace est réglée, il y a machin, enfin, ça va vraiment très 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 vite. Et du coup, j'ai pas vraiment été projeté dans le film, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, je suis pas vraiment rentré dedans, dans l'histoire, etc. Je trouve que c'est pas un film marquant de cette année, et je comprends complètement pourquoi il s'est cassé la gueule. C'est un peu le film que je pensais voir dans la bande-annonce. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, je vois pas ce qu'il pourrait avoir d'énorme à raconter là-dedans, et effectivement, ils ont pas grand-chose à raconter. Donc voilà, en ce qui me concerne, Elio, c'est un film assez passable de l'année dernière. C'est pas une catastrophe, mais c'est tout à fait passable. Ensuite, nous avons le fameux film F1 de Joseph Kosinski, un film produit par Apple, distribué par Warner, mais produit par Apple, et c'est un de leurs films qui se retrouve en sélection. Apple est le seul service de VOD à avoir remporté un Oscar du meilleur film, il me semble, avec le film Coda. Pour ce qui est de F1, j'ai déjà fait ma critique dans mes rattrapages de 2025, donc je vous renvoie vers cette vidéo pour savoir ce que j'en ai pensé. Il n'est pas en sélection pour grand chose, principalement les Oscars techniques, et je pense qu'il peut en remporter un ou deux quand même. Et il est également en sélection pour meilleur film, ça, je suis un peu surpris, mais pourquoi pas. Ensuite, nous avons le Frankenstein de Guillermo del Toro. Évidemment, j'ai envie de dire, qui est un film Netflix, parce que évidemment Netflix va avoir un film en sélection. Frankenstein, j'en ai déjà parlé dans un vlog, donc je vous renvoie vers le vlog pour avoir une critique plus en détail de ce que j'ai pensé de ce film. Il est en sélection pour pas mal d'Oscars, une petite dizaine, 9. Beaucoup d'Oscars artistiques notamment. J'ai pas considéré que c'était le meilleur Del Toro que j'ai vu de ma vie. Pour moi, c'est un film très moyen de la part de Del Toro. La photographie a un mélange à la fois de beauté et de laideur, ce qui peut être recherché, parce que il y a cette idée dans le film de mélanger la beauté et la laideur. Mais on parle vraiment de plans plutôt ratés à certains moments, mais il y a d'autres plans qui sont magnifiques, donc s'il y a vraiment les deux dans ce film, on verra bien ce qui va pouvoir emporter ou pas. Ensuite, dans les films qui sont sortis cette année pour le coup, il y a Hamnet de Chloé Zhao, qui avait remporté l'Oscar pour Nomadland, qui avait réalisé le film Éternel, les Éternels, Eternals, pour le MCU, que certains considèrent comme étant la pire merde du monde, alors que c'est pas vrai du tout, c'est un des meilleurs films du MCU. Et elle est à nouveau en sélection pour le film Hamnet, qui est un film beaucoup plus émotionnel. C'est un film qui, comme son nom l'indique, presque, parce qu'il y a une lettre de différence,
mais en vérité en anglais c'est le même nom, revient sur l'histoire de Shakespeare et notamment son histoire privée familiale, qui est assez peu abordée. Je savais même pas s'il était marié ou pas, honnêtement. Et tu sens que c'est un film de femme, parce que c'est notamment très centré sur l'épouse de Shakespeare. En vérité, Shakespeare n'est jamais nommé Shakespeare de tout le film, on l'appelle William, ou on l'appelle le fils de la famille, ou un truc dans ce genre-là, ou le professeur, ou un truc, mais jamais Shakespeare. Et en vérité, tout le film est centré sur sa femme, qui s'appelle à la base Anne Hathaway. Je le savais pas, mais c'est ouf pour cette actrice du coup Anne Hathaway de porter le même nom qu'une référence aussi importante dans le milieu artistique, théâtral, etc. Anne Hathaway pourtant n'est pas son véritable nom, elle s'appelle Agnès Hathaway, et c'est la base du roman qui a été adapté dans ce film-là. C'était une nana qui a fait des recherches sur la femme de Shakespeare, et qui s'est rendu compte que on connaissait quasiment rien d'elle, qu'elle était apparemment vue comme étant une harpie, qu'il aurait été marié de force avec elle, etc., etc. Et donc elle fait un film quasiment pour la réhabiliter, mais surtout un film sur la tragédie de leur vie, puisqu'ils ont perdu un enfant, Anne Hathaway et William Shakespeare, qui s'appelait Hamnet, ce qui est la base de ce qui a fasciné cette autrice, qui s'est dit, tu as un enfant qui s'appelle Hamnet, et tu fais ensuite une pièce qui s'appelle Hamlet. Quel est le processus? Qu'est-ce qui t'amène à ça? Etc., etc. Et donc, c'est un film qui revient sur l'histoire de leur famille, leur rencontre, du coup, à tous les deux. Elle, Agnès, c'est une nana qui est très proche de la nature, comparée à une sorcière par beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a un détail visuel que je trouve vachement intéressant, mais elle a une robe rouge extrêmement pétant, extrêmement vif, ce qui fait qu'elle se démarque complètement dans les bois et dans la nature, qui sont régulièrement filmés puisqu'elle y va régulièrement, elle se sent proche de la nature, mais ce qui la démarque aussi de tous les autres habitants de la ville qui sont tous habillés en gris, avec des tenues très grises. Je trouve ça intéressant au niveau des costumes, et il est en sélection, mais je suis pas sûr qu'il ait de grandes chances dans cette catégorie-là. Et donc on suit bien sûr la naissance du gamin, évidemment la tragédie qui va leur arriver, et ensuite le processus de deuil des deux personnages. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que du coup, avec ce nom-là, tu sais quand même qu'au bout d'un moment ça va t'amener vers Shakespeare, mais déjà il est complètement absent du film, et son nom n'est même pas prononcé, donc en fait, t'as l'impression de suivre juste un film sur un couple de la campagne anglaise à une certaine époque. Je sais pas quand est-ce que c'est exactement, je crois que c'est le 15e siècle ou un truc dans ce genre-là. 16e siècle, je me rapproche à chaque fois un petit peu plus quand je parle de Shakespeare. À chaque fois je sais pas dans quelle période il est, mais je me rapproche de la bonne période. Donc ça se passe en 1580. Et ouais, donc t'as vraiment l'impression juste de suivre un film sur la vie de ce couple. Et en fait, le truc autour de Shakespeare n'arrive vraiment que à la fin, c'est quasiment le climax de l'histoire. Et j'étais vachement surpris par ça, je pensais qu'on irait plus vite dans cette question-là. Mais effectivement, ça rend le parcours aussi vachement intéressant, et je dois dire que la fin est particulièrement émouvante et touchante. C'est honnêtement un très très bon film. Je dois admettre que pendant la majeure partie du film, je pensais pas non plus que ce serait un truc extraordinaire, mais effectivement, quand la scène de fin est arrivée, je vais le dire très clairement, j'ai pleuré en fait. Il y a quelque chose qui est tellement beau qui se passe pendant cette scène de fin que je ne vais pas du coup spoiler dans cette vidéo, mais il y a quelque chose de tellement beau qui se passe pendant cette scène de fin que c'était magnifique. C'était très très bien mené, très très sympathique de la part de Chloé Zhao, qui donc se détourne un peu des décors pour filmer un peu plus les gens, les petites gens même, et je trouve qu'elle s'en est très très bien sortie. L'image en plus a quelque chose de vachement intéressant, c'est une image il y a très peu de profondeur de champ dans cette image. Quasi tous les plans, notamment les plans larges et extérieurs, mais même les plans intérieurs, sont entièrement nets. Et du coup, ça permet de vachement sentir le sol de la forêt, par exemple, avec toutes ces feuilles, toutes ces branches, tous ces machins. Tu sens la texture du truc, tu ressens toute la texture de la terre et des chemins dans le petit village. Et il y a des jeux visuellement assez intéressants, encore une fois, notamment, je vous dis, cette robe rouge qui se distingue de tout le reste, même des maisons, les maisons sont noires et blanches, les costumes sont gris, et elle, c'est cette tache de rouge au milieu du truc, quoi. Et quand le drame survient, le rouge disparaît, elle se met à porter une robe un peu plus terne, parce que tu sens que, du coup, tout ce qui l'animait, quelque part, est vachement affecté et en train de disparaître un petit peu. C'était vachement sympathique. Chloé Zhao, je suis en train d'un seul coup vraiment apprécier son cinéma. Pourtant, Nomadland, j'avais vraiment détesté, je trouvais ça nul à chier. Voir Frances McDormand chier dans un saut, je trouve vraiment pas ça intéressant. Mais alors là, franchement, Eternals était génial. Et là, Hamnet, alors que je m'y attendais pas du tout, ça fait à fond film pour Oscar quand même, hein. Et ça se voyait dès la bande-annonce, dès que j'en ai parlé dans mes vidéos de films à venir dans cette année, j'ai tout de suite dit que ça sentait le film à Oscar. La performance de Jessie Buckley est effectivement une performance à Oscar, notamment en plus elle joue une mère, et les mères c'est vachement apprécié dans ces cérémonies-là, mais malgré tout le film lui-même a de véritables mérites et n'est pas là que pour rafler des statues, c'est vraiment un beau film, c'est vraiment un très très beau film, et je vous encouragerais à le regarder parce que c'était vraiment très très sympathique. Ensuite, nous avons un de ces films qui sont là juste pour une sélection et qui, du coup, rajoute ma liste de films à regarder pour que dalle. Ça s'appelle If I Had Legs, I'd Kick You. Ça réalisé par Mary
Bronstein ou Bronstein, je ne sais pas. Ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Linda, qui est jouée par Rose Byrne, qui a beaucoup de merde qui lui tombe dessus d'un coup dans sa vie. Sa fille est malade, je crois qu'elle est anorexique et qu'elle a un problème de poids. Il y a un énorme trou parce que le plafond vient de s'effondrer dans sa chambre. Elle est obligée du coup d'aller vivre dans une chambre d'hôtel. Elle est psy et elle a besoin elle-même de voir un psy. Et en fait, personne dans son entourage ne lui apporte la moindre aide. Elle est obligée de se démerder toute seule. Faut dire aussi qu'à certains moments, quand on lui propose de l'aide, elle n'en veut pas. Donc sa vie est un petit peu remplie de chaos et elle a du mal à s'en sortir et à joindre les deux bouts. Et c'est un film sur le portrait de cette femme qui essaye de s'en sortir en mêlant vie privée, vie professionnelle, vie intime également par rapport à son mari qui n'est pas là en ce moment, mais aussi par rapport à ses relations avec les personnes qui l'entourent, ses amis, ses proches, ses collègues de travail également. J'ai bugué quand j'ai vu que Conan O'Brien jouait un de ses collègues. Conan O'Brien, c'est donc un animateur télé surtout à la base. C'est vrai que beaucoup d'animateurs sont aussi acteurs quelque part, mais généralement acteurs ratés. Et tu te demandes si c'est pas un petit peu pour ça qu'il a commencé à animer la cérémonie des Oscars, pour essayer de se glisser dans des sélections de films ou trucs dans ce genre-là. Mais j'étais vraiment surpris de le voir arriver. Le film était sympathique, j'ai pas trouvé ça mauvais du tout. Il est un petit peu long, il fait 1h53, mais ça passe très bien. Par contre, j'avoue que je comprends pas trop au final ce qu'on reproche à cette femme. Le film se termine sur l'idée que elle va essayer de s'améliorer. Et honnêtement, quand je vois le film, je dis mais... Franchement, elle fait tout ce qu'il faut, en fait, presque. Il y a un moment où quelqu'un lui propose de l'aide et elle a du mal, mais sinon, en vérité, son problème, c'est que tout le monde est con autour d'elle, en fait. Elle est vraiment entourée de trous du cul absolu. Son collègue de travail, qui, du coup, est aussi son psy, qui ne veut jamais aborder ce qu'elle veut aborder en consultation, qui veut jamais aller au fond des choses, etc., etc., qui est vraiment un comportement de trou du cul dans beaucoup d'aspects. Ces patients qui sont aussi des trous du cul pour beaucoup d'entre eux. Il a la nana de la réception, par exemple, une petite jeune qui a décidé de la faire chier et tu sais pas pourquoi. Enfin, vraiment, t'as l'impression que le monde entier est contre elle et j'ai plus l'impression que le problème c'est le monde que elle, en fait. Vraiment, pour cette pauvre nana. Je suis d'accord qu'elle s'évade un petit peu dans l'alcool et dans les joints, un petit peu régulièrement, mais malgré tout, elle demande aussi de l'aide très clairement à certaines personnes. Elle les supplie presque de l'aider et t'as l'impression que c'est juste, c'est pas les bonnes personnes qui devraient l'aider, mais c'est un peu un argument de merde. De base, j'ai l'impression qu'elle fait ce qu'il faut en fait pour essayer de s'en sortir cette meuf. C'est aussi évidemment un rôle à Oscar pour Nana parce qu'elle joue une mère courage et on sait à quel point ça leur plaît du coup dans ce genre de sélection. Un petit point que j'ai trouvé intéressant en termes de réalisation, alors il y avait des scènes de rêve ou d'hallucination, elle voyait un truc avec des étincelles un peu bizarres, etc. Je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Je sais pas que ce soit un truc que j'ai pas compris en général, mais à quoi ça servait dans le film, qu'est-ce que ça apportait à l'histoire, j'ai pas trop saisi. La métaphore du trou est expliquée à un moment et est intéressante, et quand tu fais enfin le rapprochement, tu fais « Ah mais oui, bien sûr !» Le petit détail que j'ai pas mal apprécié, c'est que sa fille n'est jamais filmée face caméra, parce que c'est vraiment le problème qu'elle a du mal à gérer et qu'elle rejette même un petit peu. Et j'ai trouvé que ça, c'était vachement intéressant en termes de mise en scène, de tenir le film entier sans jamais que la gamine arrive à la caméra et passe à la caméra. C'était vraiment plutôt bien trouvé et bien tenu. Intéressant comme film, pas non plus le film que je vous recommanderais à fond, mais pas du tout un film que je ne recommanderais pas. Vraiment, j'ai passé un moment plutôt agréable quand même sur ce film, et c'était plutôt bien foutu. Donc voilà. Ensuite, nous avons It Was Just an Accident, en version anglaise, ou en version française, Un simple accident, parce que ce film est le film qui représente la France aux Oscars cette année, alors que pourtant c'est quand même vachement plus un film iranien qu'un film français, mais ça fait partie de ces films qui sont cofinancés par la France, notamment le CNC, l'aide au cinéma du monde, ou cinéma international, ou un truc dans ce genre-là, et Arte également, qu'on a retrouvé au début de beaucoup de films internationaux qui sont en compétition cette année. Et c'est aussi parce qu'en France, Jafar Panahi est un réalisateur qui a beaucoup de succès. J'avais beaucoup aimé son film, notamment Taxi Téhéran. Je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup de souvenirs du film aujourd'hui. Je me souviens notamment d'une scène où il parlait avec un mec qui vend des DVD pirates dans la rue ou un truc dans ce genre-là. C'est à peu près le seul truc du film dont je me souviens, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé le film. Et il revient donc avec ce film, Un simple accident, qui revient sur un homme qui travaille dans un petit garage quelque part sur une route en Iran, et qui voit arriver dans son garage un homme qui a une prothèse à la jambe, une fausse jambe, et il reconnaît immédiatement le couinement de la personne qui l'a torturé pendant un événement quelconque de l'histoire très compliquée de l'Iran. Il décide donc de le buter. Vraiment, il se décide, mais d'un coup sec. Sauf que le mec plaide tellement pour sa vie qu'au bout d'un moment, il commence vraiment à se poser des questions et à se dire « mais est-ce que c'est vraiment lui ou pas ?» Et donc, il va commencer à partir dans un petit road trip, à aller parler à différentes personnes qui ont également eu affaire à ce tortionnaire.
Et il va essayer de leur demander est-ce que vous le reconnaissez ou pas, ce qui est évidemment compliqué puisqu'ils avaient tous les yeux bandés ou des sacs sur la tête au moment où ils étaient torturés par ce mec. Donc ils peuvent juste reconnaître sa voix et certains détails physiques, notamment sa fausse jambe. Donc il y a un mystère qui est évidemment intéressant à la base. Les personnages sont aussi tous fascinants. Il y a un portrait de personnage qui est assez dingue. Donc il y a ce mec, ce garagiste, qui est quand même un petit peu fou parce qu'il a pris une décision tellement brusque, tellement directe qu'il aurait pu tomber sur un mec quelconque qui avait une jambe, et c'est justement la question, est-ce que c'est juste un mec quelconque qui a une fausse jambe et une prothèse? Et pourtant il a agi direct et de façon très très violente. Il y a un jeune couple qui est en train de se marier, donc la nana est en robe de mariée pendant absolument tout le film. Il y a une nana qui est photographe, il y a un mec qui sortait avec la nana photographe et qui est particulièrement violent, mais lui de façon réfléchie, c'est-à-dire que c'est vraiment sa façon de voir les choses, d'être violent. Et donc tout ce petit monde va se trimballer de droite à gauche avec le mec enfermé dans le coffre du camion et essayer de comprendre est-ce que c'est bien ce mec-là ou pas, de démêler le vrai du faux et de savoir donc ce qu'ils doivent faire avec ce mec maintenant qu'ils l'ont sous la main. C'est intéressant parce que du coup t'as toujours une dichotomie, une confrontation entre l'aspect très sombre de ce qui s'est passé du coup dans le passé de ces gens et en même temps le côté absurde de la situation. Il y a une scène où t'as les 4 personnes dont une nana en robe de mariée qui sont en train de pousser une camionnette en plein milieu de la rue. Ils sont d'une décontraction absolument incroyable quand ils vont parler à tout le monde alors qu'ils ont quand même un mec dans le camion, etc. Enfin il y a des trucs assez absurdes dans le truc. Je trouve vraiment que ça marche très très bien. Un truc qui marche très très bien notamment, c'est que ce personnage qui pourrait donc être le tortionnaire, tu l'identifies toi-même immédiatement par le couinement de la jambe. Tu le vois au tout début, il est dans sa voiture, il parle avec sa fille et sa femme, mais à partir du moment où il sort de la voiture parce qu'il a écrasé un chien, je crois quelque part, et c'est pour ça qu'il va dans le garage ensuite pour demander de l'aide, parce que la voiture a pris un petit lion dans la gueule, à l'instant où il sort de sa voiture, tu entends le couinement de sa jambe, et immédiatement, tu dis, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc? Comme en plus on te l'explique pas, tu bloques dessus, et du coup, immédiatement dans ta tête, toi aussi, tu identifies immédiatement le couinement avant toute chose. Et du coup, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça va être le truc des personnages du film, c'est eux aussi identifier le personnage uniquement à ce couinement. Et du coup, c'est vachement pertinent de te le présenter comme ça, quoi. Donc j'ai trouvé que le film était vachement intéressant, le mystère était passionnant de bout en bout, c'était vraiment très très bien mené, très bien foutu, encore une fois avec Jafar Panahi qui est un très bon metteur en scène. Et donc on verra bien quelles sont ses chances de remporter une statuette ensuite. Après ça, nous avons Jurassic World Rebirth, donc réalisé par Gareth Edwards, qui n'est en sélection que pour les meilleurs effets spéciaux. J'ai fait un vlog sur le film et je vous invite à aller le voir, je vais vraiment passer vite fait dessus parce que comme il est en sélection pour une seule catégorie, ça n'a vraiment pas d'intérêt de passer trop de temps dessus non plus. Je trouvais personnellement que c'était un Jurassic World, et un Jurassic Park, tout à fait valable. Pour certaines personnes, c'est la pire merde du monde. Je ne trouve pas, mais les gens sont très violents avec la saga Jurassic World en général, donc bon. Je reconnais évidemment que c'est pas le meilleur de la saga non plus, mais pour moi c'est un bon opus. Ensuite, nous avons un autre film qui est en sélection pour une seule catégorie, et ça se comprend, c'est un film japonais, pour le coup, qui s'appelle en français Le Maître du Kabuki, mais qui s'appelle en version originale Kokuho, qui revient sur l'histoire fictive de 2 acteurs de Kabuki. Il y en a un qui s'appelle Kikuo, qui est un fils de Yakuza, dont le père va se faire assassiner sous ses yeux, et qui va être récupéré par un maître du Kabuki, qui l'a repéré parce qu'il faisait des représentations de Kabuki dans le restaurant de son père Yakuza donc, et qui a lui-même un fils qui s'appelle Shunsuke, qui est lui aussi artiste de Kabuki, et notamment tous les deux se spécialisent dans le fait de jouer les rôles féminins. Comme dans le théâtre en Europe pendant des années, les femmes étaient interdites de se produire sur scène, et donc il y avait des hommes qui devaient jouer des rôles de femmes, et notamment au Japon et dans le Kabuki, il y avait une catégorie particulière pour ces hommes qui jouaient des femmes, et c'était un art tout à fait particulier à retenir, notamment il y a beaucoup de mouvements de danse, il y a beaucoup de trucs particuliers, et il y a notamment une façon de s'exprimer particulièrement exagérée. J'ai toujours eu du mal avec le jeu théâtral en général européen, français notamment, mais alors putain, dans le Kabuki, il n'y a pas une réplique qui fait crédible, c'est que des émotions ultra exagérées. Mais c'est aussi ce qui fait le charme du Kabuki, quoi. C'est que c'est un théâtre qui est particulièrement exagéré en tout, dans l'immobilisme, mais aussi dans le mouvement, dans l'expression, etc., etc. Et on va donc suivre la carrière de ces 2 jeunes hommes et essayer de voir lequel des deux va finir par être un maître reconnu du Kabuki, le fils du maître de Kabuki précédent, qui devrait donc être l'héritier naturel, ou ce jeune gamin, cette pièce rapportée dans l'univers du Kabuki, qui à la base est fils de Yakuza, ce qui va aussi poser problème dans sa carrière. Le film a été un méga succès au Japon, apparemment c'est dans le top 10 des films qui ont fait le plus d'entrées au Japon dans l'histoire du cinéma japonais.
Je dois admettre que c'était effectivement très sympathique. Il y a notamment un truc que j'ai bien aimé, c'est il y a certains moments où le personnage de Kikuo voit comme de la neige qui tombe, mais c'est un petit peu plus comme des étincelles. Et en fait, c'est une façon de transcrire cet état de grâce que tu peux obtenir quand tu arrives à atteindre la perfection dans ton expression artistique, quand tu arrives à vraiment faire passer l'émotion que tu voulais, quand tu arrives à obtenir exactement la bonne performance, etc., etc. Et c'est quelque chose sur lequel il n'arrive pas à mettre des mots, mais c'est une image qu'on voit régulièrement revenir, et je trouve que c'est une image qui marche très très bien. C'était très joli, très poétique comme façon d'exprimer cette idée d'atteindre la perfection, qui est vachement plus... on est plus artiste en Europe et en France notamment, où on a un truc un peu plus libre. Il y a vraiment plus une notion de perfection. Tu dois atteindre exactement tes marques, avoir une performance parfaitement synchrone avec ton collègue. Par exemple, si tu dois faire des pièces à deux, et si tu danses à deux, tu dois être parfaitement synchronisé sur absolument tous les mouvements. Donc il y a vraiment un côté de perfection, d'atteindre la perfection dans cet art-là. Et je trouve que c'était vraiment une très belle façon de le représenter. Le film est joli et bien réalisé. Il y a un joli plan à un moment à contre-courant sur une rivière qui fait un travelling sur les deux personnages qui sont au bord de la rivière. Un plan que je trouve très joli au niveau symbolique, mais à un moment on met donc cette peinture blanche pour le maquiller sur sa nuque, et du coup le maquillage blanc recouvre le tatouage, et donc il y a cette idée que il essaye de vraiment s'accomplir dans le kabuki plutôt que dans son ancienne vie d'avant. Il y a un joli passage en fondu dans la salle dans laquelle ils vont faire une représentation, qui commence sur le lustre, et tu vois juste le lustre dans l'image, puis les autres lumières de la salle commencent à apparaître, puis les autres lumières, etc. Très jolie transition progressive. Et puis, comme on suit leur vie, donc il y a plusieurs ellipses dans le récit, et il y a un certain moment, ils vont devenir vieux, et la prothèse et le maquillage pour qu'ils soient vieux est vraiment très très cool. Le film était sympathique, mais putain, 2h54, c'était vraiment trop long. C'est le seul reproche que j'ai à faire à ce film, c'est au bout d'un moment, quand tu vois l'histoire avancer, tu fais... On pourrait faire une autre ellipse là et avancer un petit peu plus vite, parce que j'ai vraiment pas l'impression que cette scène-là elle soit vraiment essentielle dans l'histoire, et on pourrait peut-être passer à autre chose à un autre moment, etc., etc. Donc voilà, c'est mon petit reproche au film, c'est beaucoup trop long. C'est super cool, hein, mais c'est beaucoup trop long. Il est en sélection uniquement pour le meilleur maquillage, mais c'est logique, vu que les maquillages et les coiffures, notamment des personnages féminins dans ces trucs-là, sont le centre du théâtre kabuki. Il y a aussi cette prothèse du coup à la fin, mais dans le théâtre kabuki, ce maquillage blanc très particulier, cette coiffure sur les cheveux, etc. sont centrales au truc, donc évidemment, maquillage et coiffure, ça paraît logique de le sectionner là-dedans, quoi. Voilà donc pour Kokuho. Ensuite, nous avons le fameux K-pop Demon Hunters, réalisé par Chris Applehands et Maggie Kang, qui est donc ce film d'animation de Netflix qui a fait un succès de fou. Alors j'avais dit aux gens que pour moi le succès venait des fans de K-pop à la base. Les gens m'ont répondu, mais c'est surtout les gamins en fait qui regardent en boucle, qui regardent 7, 8, 9 fois ou voire sans limite, parce que c'est vraiment un film d'animation qui plaît beaucoup aux enfants. Vous avez tout à fait raison, et c'est en ça que le succès populaire s'est rencontré. Mais pour moi, l'impulsion de base vient de la K-pop. Pour moi, je vous dis, s'il n'y avait pas la la K-pop, les gamins auraient pas entendu parler du film et l'auraient pas regardé, en fait. C'est ça l'idée que j'essaie de mettre en avant. Comme vous pouvez donc vous en rendre compte, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous renvoie vers cette vidéo pour avoir mon avis dessus. J'ai pas trouvé que c'était extraordinaire non plus, mais c'était très cool, il y avait plein de choses très drôles et que j'ai bien appréciées. Ça m'a surtout beaucoup rappelé l'anime Sailor Moon que je connaissais moi et que j'aimais bien quand j'étais gamin, mais ça m'a pas spécialement porté. Je comprends, cela dit, qu'il se retrouve en sélection, et je pense même qu'il a de bonnes chances au niveau film d'animation. Ensuite, nous avons un autre film français en sélection pour cette catégorie animation, qui est le film Amélie et la métaphysique des tubes, qui s'est retrouvé dans mon top de cette année, donc je vais vous renvoyer vers ma vidéo des tops pour avoir mon avis dessus. Faut que je corrige, le film est réalisé par Maëlys Valadé ou Vayadé et Lian Cho-han. Et avec un nom comme ça, j'ai cru que c'était une femme, Lian Cho-han, et en fait non, c'est un mec, il s'appelle Lian Cho-han derrière, c'est un garçon. J'avais dit que c'était un film réalisé par deux réalisatrices, non, c'est un couple en fait, je sais pas même pas si on sont un couple d'ailleurs, en tout cas ce sont un homme et une femme qui l'ont réalisé en binôme, et c'est donc l'adaptation de ce roman d'Amélie Nothomb sur sa jeunesse au Japon. Moi j'ai beaucoup apprécié le film, je pense malheureusement qu'il n'aura pas beaucoup de chance de remporter quoi que ce soit, mais il est en sélection donc pour le meilleur film d'animation et j'en suis très heureux. C'est dommage que ce soit pas le film qui représente la France quasiment en meilleur film étranger, mais bon. Tant pis. Ensuite, nous avons Marty Supreme. Il y a certaines personnes qui attendaient beaucoup ma critique sur ce Marty Supreme parce que je déteste Timothée Chalamet. Vraiment, je ne peux pas le blairer. Et ce film est entièrement basé sur lui. À la base, c'est quand même la vie d'un mec qui joue au ping-pong et tout le monde s'en serait foutu.
C'est pour ça qu'ils ont casté Timothée Chalamet dedans, parce que du coup, il allait amener son propre public à lui, qui allait vouloir voir sa performance et son machin, et du coup, c'est ça qui fait marcher le film, quoi. Le film a réussi à pas trop mal s'en sortir aux États-Unis. Pour un film d'auteur, il a dépassé les 50 millions, je sais plus où est-ce qu'il en est exactement. Oui, bien plus que ça, il en est à 147 millions dans le monde en général, et il vient tout juste de sortir en France, donc je suppose que vous serez intéressé par la critique de ce film de ma part. Je m'attendais a beaucoup moins apprécié le film. Il est réalisé par lequel des Safdie, Josh? C'est ça, Josh Safdie, parce que les frères Safdie se sont séparés et l'autre, Ben Safdie, est aussi en sélection pour The Smashing Machine, mais juste pour un maquillage, je crois, un truc dans ce genre-là. Donc avec beaucoup moins de succès que son frère, et le film s'est complètement planté en salle. Mais c'est vrai que les Safdie, ils font des films avec lesquels je peux avoir un petit peu de mal, parce que leurs personnages sont souvent des trous du cul, et j'ai un petit peu de mal avec les trous du cul. En plus, quand ils sont joués par Timothée Chalamet, évidemment. Et ils ont des films qui sont assez stressants de base. Et c'est vrai que moi j'ai du mal avec les films qui sont trop stressants, parce que j'ai longtemps eu du mal à gérer mon stress. Cela dit, j'y arrive mieux ces derniers temps, c'est peut-être aussi pour ça que c'est mieux passé. Mais honnêtement, le film est pas si mal passé que ça. Ça raconte donc l'histoire d'un joueur de ping-pong, donc un pongiste qui s'appelle Marty Mauser, qui est inspiré vaguement d'un pongiste réel, qui est un jeune homme avec énormément d'ambition et qui ne se prend pas pour de la merde, c'est le moins qu'on puisse dire, qui estime être le meilleur joueur de ping-pong au niveau mondial et qui veut participer aux compétitions mondiales. Problème, c'est un mec qui vit un petit peu dans la misère de base, ou en tout cas c'est pas quelqu'un de riche, il a donc peu de moyens pour participer aux compétitions, notamment parce qu'il doit défrayer lui-même certains de ses frais de déplacement par exemple, les billets d'avion, les trucs d'hôtel, etc. Ou alors ils sont logés dans des petits trucs un petit peu pourris. Et lors de sa dernière compétition mondiale, il s'est fait laminer par le joueur japonais, notamment parce qu'il a débarqué avec un pad un peu différent et rembourré en mousse, qui est maintenant devenu la norme, mais à l'époque ça l'était pas. Et je crois que dans sa tête, c'est une des raisons qui fait qu'il a échoué du coup. Donc il se retrouve un petit peu dans la merde, il a toujours pas d'argent, il est obligé de s'humilier un petit peu pour en gagner, et il veut absolument avoir sa revanche. Problème, il faut qu'il réunisse l'argent pour pouvoir se payer son billet. Et donc ce film, c'est sa lutte pendant 2h30 pour essayer de prouver qu'il est à la hauteur de ses propres ambitions et d'à quel point lui se trouve génial. J'ai malgré tout apprécié le film, parce que comme le résumé pour vous le montrer, on lui fait un petit peu payer de se prendre vraiment pas pour de la merde pendant tout le truc. Et en fait, c'est ce qui l'a sauvé à mon sens. C'est que moi, le Chalamet, je le considère vraiment comme une tête à claque. Et il joue vraiment une tête à claque, mais une tête à claque qui paye pour être une tête à claque. Et du coup, il colle parfaitement au rôle, et je le trouve le premier plan du film, j'avais envie de lui mettre une baffe. Il est en train de essayer de récupérer des chaussures dans la réserve d'une boutique dans laquelle il bosse. Et il a cette façon de regarder en l'air et vers le bas en même temps, un truc pédant et méprisant dans le regard, dans sa façon de regarder le truc de haut comme ça, qui immédiatement m'a donné envie de lui mettre une patate, pour être honnête. Et ce qui est cool, c'est que le film lui met des patates dans la gueule pendant une bonne partie du truc. Parfois littéralement, parfois juste symboliquement, comme ce fait qu'ils doivent participer à cette troupe qui s'appelle les Harlem Globetrotters, qui est une troupe de cirque, grosso modo, mais avec des athlètes sportifs. Et évidemment, son estime personnelle en prend un énorme coup dans la gueule. Pour vous dire à quel point j'ai du mal avec Timothée Chalamet, il y a un moment où il se retrouve cul nu. Et en principe, je devrais apprécier une scène où un acteur se retrouve cul nu, je suis un mec homosexuel, et quand un mec se retrouve cul nu, généralement ça m'attire. Là, ce qui m'a vraiment plu dans la scène, c'est qu'il se retrouve cul nu pour se manger une énorme fessée avec un paddle de ping-pong, qui a l'air de faire bien mal vu le bruit que ça fait. Et malgré tout, je vous avoue, ça a beau te mettre un petit cul en plein écran, j'avais envie qu'il se la prenne dans la gueule plutôt que sur le cul, malgré tout. C'est vous dire à quel point je l'ai dans le pif. En plus, le mec te sort des dingueries. Il y a un moment où il parle d'un de ses opposants au ping-pong, qui est juif, et il fait « Je vais lui faire ce que Auschwitz n'a pas pu faire, et je vais le finir. » J'ai vu la scène, j'ai dit « What the fuck ?» Et après, il te fait « Ouais, je peux le dire, je suis juif. » Et tu dis « Bon... Josh Safdie aussi, du coup, il est juif, donc ok, ils peuvent le dire, mais quand tu te prends ce truc dans la gueule, tu fais « Mon Dieu, mais je veux que tu te manges une mandale, petite merde !» Incroyable, quand même. Tout chez lui est insupportable, même sa démarche, il débarque, il marche comme ça dans la rue, en roulant des épaules, comme ça, c'est... Ah il me donne envie de lui mettre des baffes. Donc vraiment, j'ai du mal avec lui, mais le film t'aide aussi à ce niveau-là. En termes de stress, le film, je trouve, est pas si stressant que ça, en règle générale. Il y a une section, en fait, très particulière, où je crois qu'il revient d'une compétition, un truc dans ce genre-là, et absolument tout lui tombe sur la gueule d'un coup. Il y a un flic qui est chez lui pour l'arrêter, il y a sa copine qui lui révèle un truc, il y a un truc qui se passe à l'hôtel quand il est dans la baignoire pour se laver. Tout le monde à ce moment-là se met à se parler au-dessus les uns des autres, etc. Là, pour le coup, c'était vraiment le moment stressant, mais c'est
un petit peu une bulle isolée de stress dans le film. Les autres scènes vont le mettre face à des situations stressantes, mais honnêtement pas aussi grave que celle-ci, quoi. Il y a un truc quand même que je voudrais noter, c'est que je suis pas un mec qui aime le sport, en règle générale. Je viens tout juste de me mettre à reprendre un tout petit peu d'activité sportive cette année. J'ai acheté un stepper pour essayer de perdre un tout petit peu de poids quand même. Et je suis pas du coup un fan de sport. J'arrive quand même, quand je vois des films de sport, notamment Rocky par exemple, à rentrer un peu dans le truc. Quand on est dans Rocky et que tu vois la bataille finale et qu'il y a tous les rounds qui s'enchaînent et que la victoire ne tient qu'à un fil, etc. Généralement, je suis dans le truc et je suis à fond dedans, quoi. Donc, je peux quand même m'investir dans un truc sportif. Je n'ai jamais été aussi peu investi dans un climax sportif que dans ce film. Le fait que ce soit ce personnage insupportable que je déteste du plus profond de mon être, et le fait que ce soit du ping-pong en même temps, faisait que j'en avais absolument rien à foutre qui gagne ou pas, et j'étais complètement relax devant la scène de fin en mode ouais, très bien, ouais. Mais donc vraiment, je n'ai pas du tout vécu le climax du film, j'en avais rien à foutre. Mais le reste du film passait quand même plutôt pas mal. Je dois admettre que ça marchait bien. Je dois admettre que pour une fois, j'ai vu Timothée Chalamet jouer. Notamment parce que il a l'air sous caféine pendant tout le truc. Contrairement à ses autres films, il a un rythme de diction extrêmement rapide dans celui-ci. Et donc, il joue quelque chose d'un petit peu différent. J'ai bien aimé notamment, il y a tout un délire à un moment. Il a raconté un truc en interview. Et je crois que tout le monde se demande si c'est vrai ou si c'est une blague, tellement c'est absurde. Apparemment, il dit que comme le personnage était myope, il s'est mis des lentilles de contact qui le rendaient myope pour que ses lunettes lui corrigent véritablement la vue. Tout le monde est en train de se demander est-ce qu'il est en train de se foutre de notre gueule ou pas. Et c'est possible parce qu'il y a une scène dans le film où il y a tout un truc qui se passe avec une actrice parce qu'il y a Gwyneth Paltrow qui joue une grande actrice des années, je sais pas, des années 30 ou un truc dans ce genre-là. Il arrive sur scène et elle est en train de se plaindre de son collègue acteur qui, parce que le personnage est censé être fatigué, n'a pas dormi pendant 3 jours pour être du coup véritablement fatigué et elle dit que ça le rend dingue, etc. Et je me dis, si c'est vrai ce qu'il a raconté sur le truc, c'est très ironique vu cette scène, mais c'est aussi possible qu'il ait raconté ce truc juste pour dire une connerie, mais qui fait une allusion aussi à cette scène-là, du coup, du film. Ça, du coup, c'est un passage que j'ai plutôt bien apprécié, mais après, quasiment tous ces personnages sont détestables, à une exception près, peut-être, avec son meilleur pote un petit peu gros, et son autre pote qui est afro-américain. Ils ont une espèce de combine à un moment pour gagner de l'argent, tu fais... C'est le truc le plus élaboré et tortueux et du monde, il n'y a pas plus simple pour essayer de gagner de l'argent quand même, mais c'est vrai que sinon la plupart des gens de ce film sont détestables et ont tous des trucs assez détestables, mais malgré tout, voilà, le film se regarde très bien, tu vois aussi un petit peu où ça va venir au niveau du scénario, cela dit, notamment dans le climax quand il y a tout un truc autour d'un chien et j'ai tout de suite compris comment le truc allait se résoudre. Mais voilà, je pensais que ça allait être pire que ça, et finalement j'étais quand même beaucoup plus investi que je l'aurais cru dans l'histoire. Malgré tout, j'étais pas assez investi pour être à fond dans la scène de fin. Donc voilà. Voilà donc pour ce qui est de mon avis sur Marty Supreme. Ensuite, nous avons le grand favori, à mon sens, de cette sélection, malgré le fait qu'il soit sélectionné pour moins de statuettes que Sinners, qui est One Battle After Another, donc une bataille après l'autre en français, le film de Paul Thomas Anderson, j'allais dire W.S. Anderson. Vous pouvez aller voir mon avis sur le film dans les flops de 2025. Ce qui vous donnera une bonne indication de ce que j'ai pensé du film. Il y a un truc quand même que je trouve assez extraordinaire, c'est que il y a beaucoup de gens qui essayent de déduire mes penchants politiques à partir de mes goûts cinématographiques, ce qui n'est absolument pas lié. Et notamment, quand j'ai dit que j'avais pas aimé le film, on dit « Ah évidemment, t'as pas aimé parce que c'est un film de gauche ». Excusez-moi, mais pour un film de gauche, le portrait qu'il fait des personnes de gauche est quand même particulièrement négatif. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un personnage qui est joué par Leonardo DiCaprio, qui croit tellement pas à son discours politique qu'il en a oublié la moitié, et c'est un des sketchs d'ailleurs pendant tout le truc. Donc ça prouve quand même qu'il est pas très convaincu par ce qu'il a dit, parce que c'est juste des conneries qu'il a marquées dans un bouquin et il s'en fout au final. Il y en a une qui abandonne sa famille et sa fille pour ses convictions politiques, qu'elle n'a même pas vraiment, parce qu'au final elle se tape un mec d'extrême droite. Excusez-moi, mais si ça c'est un film de gauche, c'est pas super positif sur la gauche quand même. C'est un film, je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus raison, qui parodient en règle générale les extrêmes politiques aujourd'hui en fait, à quel point tout le monde est trop dans son petit monde, jusqu'à ce que certaines personnes ne voient même pas quand on les parodie presque dans un truc. Et c'est ce que moi j'ai pas aimé dans le film, c'est que justement la satire est beaucoup trop bas de plafond, elle est pas très intéressante, je trouve que ça fait très collège. Le raciste par exemple qui est attiré par une nana de couleur parce que en vérité les racistes ils sont fétichistes d'un truc en particulier, et moi du coup c'est pour ça j'ai du mal avec
la parodie qui est faite en fait. J'ai compris que c'était une parodie, pour tous ceux qui m'ont reproché de pas avoir compris que le film était drôle, mais il y a des fois où il y a des comédies qui marchent pas. Notamment, ça me rappelle en vérité, maintenant que j'y repense avec le recul, ça me rappelle énormément Dr. Folamour. C'est un film qui est censé être comique, et honnêtement, j'arrive même pas à sentir le truc comique, déjà parce que je trouve que le sujet est trop grave, le sujet abordé est trop grave pour que ce soit comique, et je trouve que l'humour est pas drôle en fait. C'est quand même un truc, je sais pas si vous savez, on est en France, on fait beaucoup de comédies qui sont pas drôles, ça arrive qu'une comédie soit pas drôle et ratée en fait, et je trouve que c'est une comédie ratée en fait, One Battle After Another. En tout cas, c'est pas l'humour qui me parle. Donc voilà, moi j'aime pas du tout ce film, mais il est très clairement parti pour être un des grands favoris de cette sélection. Il a 9 nominations, 13 nominations, j'ai confondu avec Marty Supreme qui était juste au-dessus, et je pense que lui a des chances d'en remporter pas mal, contrairement à Sinners qui, à mon sens, va passer à côté de beaucoup de trucs. Le film suivant dans cette sélection, c'est un film norvégien ou suédois, je sais plus. Norvégien, c'est le dernier film de Joachim Trier qui avait été très remarqué notamment pour son film Julie en 12 chapitres, qui s'appelait La pire personne du monde en version originale, The Worst Person in the World. Et c'est notamment avec la même actrice qui s'appelle Renate Reinsve, je sais pas comment ça se prononce, qui est en sélection pour la meilleure actrice avec ce film-là. C'est un film qui revient sur la famille Borg. Pas plus norvégien comme nom, même si pour les fans de Star Trek ça évoque autre chose. La famille Borg est composée du père qui est un réalisateur reconnu, mais un petit peu en chute de vitesse récemment, cela dit, qui est joué par Stellan Skarsgård. Sa fille qui est actrice de théâtre et qui s'appelle Nora, qui est donc celle qui est jouée par Renate Reinsve. Et sa deuxième fille, Agnès, qui est jouée par Inga Ibsdotter Lilias. Comment veux-tu prononcer les trucs pareils? Et la famille est assez éclatée, le père est assez absent, et les deux filles lui reprochent beaucoup son absence notamment. Il y en a une qui avait joué avec lui dans un de ses films quand elle était gamine, qui n'est pas celle qui est devenue actrice par la suite. Donc tu vois un petit peu le truc où elle devient presque actrice pour que son père s'intéresse à elle, mais finalement quand son père s'intéresse à elle, il n'était pas assez là, donc du coup elle n'a pas envie qu'il s'intéresse à elle maintenant, etc. etc. Tu vois beaucoup tout le drama familial. Et le père débarque un jour après la mort de la mère avec un script qu'il vient d'écrire qui revient sur l'histoire de sa propre mère à lui, et notamment son suicide, mais qu'il a en vérité écrit pour sa fille, et il voudrait qu'elle joue le rôle principal. Sauf qu'elle veut pas, elle refuse, et du coup il décide de monter ce film avec Elle Fanning en tant qu'actrice, qui s'appelle Rachel Camp dans le film, et qui est donc une actrice américaine, et il l'engage donc pour qu'elle joue ce rôle, mais c'est au final pas du tout ce dont il a envie, et c'était pas son projet de base, parce que tu vois véritablement que son projet c'est d'essayer de reconnecter avec sa fille à travers cet art. Et à mon sens, c'est un film qui a beaucoup de chances de remporter différentes statuettes, parce que justement c'est beaucoup axé sur le cinéma, et comment est-ce que le cinéma se mélange avec la vie, et comment est-ce que la vie influence le cinéma, etc. etc. Tu vois que lui notamment vit sa vie relationnelle en règle générale par rapport au cinéma, notamment il y a un directeur de la photo qui va faire revenir pour son film, et en vérité il lui a pas parlé depuis qu'ils ont tourné dans les films, ce qui date d'il y a à peu près 15 ans, mais quand ils se rencontrent, enfin quand il veut tourner un nouveau film, c'est immédiatement à lui qu'il pense, et il veut personne d'autre, alors que le mec est maintenant à la retraite, et qu'il a même du mal à se déplacer, etc. etc. Et donc tu vois vraiment que pour lui, son rapport avec ses proches et sa famille passe par le cinéma, et je pense que ça parle énormément à Hollywood. Il a l'idée notamment de tourner le film dans sa propre maison, sa véritable maison, où les faits qui sont racontés dans l'histoire se sont véritablement passés. En tout cas, c'est une version plus ou moins adaptée quand même de l'histoire de sa famille, mais il a vraiment envie de tourner ce truc-là. Et d'ailleurs, il y a un beau symbole qui a lieu à la fin par rapport à ce truc-là. J'ai adoré ce film. J'ai passé un très très bon moment devant ce film, qui est excellent, qui a beaucoup d'idées très intéressantes de mise en scène. J'aime notamment beaucoup cette maison, le premier plan sur cette maison qui est en noir avec les contours des fenêtres rouges ou un truc dans ce genre-là. J'ai vu la maison, j'ai fait « Oh putain, j'adore cette maison, le design est extraordinaire, c'est magnifique, j'adore le truc ». Et la façon de raconter l'histoire est vachement intéressante. Ça commence avec une narratrice qui est en train de raconter un texte. L'exercice c'est de narrer une histoire du point de vue d'un objet en fait, et elle raconte l'histoire du point de vue de la maison, et du coup elle parle de toute la famille, et elle fait des métaphores, et tu comprends vraiment toute l'idée avec ce petit texte qui est malgré tout très poétique. La première scène du film, c'est sa première en tant qu'actrice au théâtre, et tu vois à quel point elle manque de confiance en elle, et tu vois quel genre de personnage c'est, et tu comprends beaucoup d'où vient ce manque de confiance en elle-même, notamment beaucoup de l'absence du père, clairement, dans sa vie. T'entends le père à un moment qui dit que la série dans laquelle elle a joué à un moment était pas assez visuelle, et que lui il aime bien le visuel, et d'un seul coup tu passes à une scène d'un de ses films
qui démarre avec, c'est filmé depuis la fenêtre du train sur un champ, mais à la base tu vois pas que t'es dans un train, tu vois juste l'image du champ, tu vois deux gamins qui sont en train d'arriver dans les hautes herbes, tu les vois se ramener juste à côté du train, la caméra fait un panoramique, suit les enfants qui rentrent dans le train, se pose à la fenêtre, et ensuite le train démarre et tu vois à la fenêtre tout un tas de trucs qui se déroulent. Donc ce genre de plan séquence sur plusieurs décors différents et séparés à la base, mais qui est entièrement traité en une image, etc. Enfin, tu vois complètement le côté visuel de ce mec dans sa narration, c'est vachement bien foutu. T'as des plans justement comme ça qui vont se promener dans la maison, et qui vont faire des fondus entre différentes époques et montrer différentes bribes de la vie de cette famille à différents moments et les mélanger du coup grâce à ce plan séquence et te raconter un petit peu comment chacun de ces personnages a fini par être ce qu'il est à cause de ce qu'il a vécu avant et de ce qu'il a mené là, etc., etc. C'était parfaitement narré, c'était vachement intéressant, les personnages étaient tous absolument fascinants. J'ai passé un très très bon moment devant Valeurs Sentimentales. C'est dommage que j'ai pas pu le voir pour mon top, il se serait très probablement retrouvé quelque part dans les tops, parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Et notamment, je trouvais que la fin était très 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 belle. Il est lui aussi en sélection pour pas mal de trucs, il est en sélection pour 10 statuettes, et je pense qu'il a des chances de remporter certains trucs, notamment au niveau de la meilleure actrice, pour Renate Reinsve, qui, à mon sens, avec ce film, essaye de prouver qu'elle peut jouer en anglais parce que le film est bilingue, notamment avec Elle Fanning dedans, il y a certains passages qui sont en anglais, et je pense que c'est le truc où elle a essayé de s'entraîner à jouer en anglais pour prouver qu'elle pouvait jouer en anglais et qu'elle pouvait peut-être faire la transition ensuite à Hollywood. J'ai vu notamment le film Armand, qui est sorti cette année en 2025 avec elle, qui est dans mon rattrapage, où elle joue également le rôle principal, et apparemment c'est une actrice qui est vraiment très très douée, donc je pense qu'elle essaye de faire sa transition à Hollywood avec ce film-là aussi, quoi. Vraiment, j'ai passé du coup un très très bon moment devant Valeurs Sentimentales et je vous le recommande énormément, très chaudement. Ensuite, il y a donc le fameux Sinners, réalisé par Ryan Coogler, dont j'ai parlé dans mes rattrapages de mi-année. Je ne vais donc pas revenir sur le film cette fois-ci. Je considère vraiment qu'il n'a pas beaucoup de chances de remporter des trucs, mais je pense qu'il va en remporter quelques-unes. Je l'ai mis en sélection pour 4 ou 5 statuettes, 4. Donc il a quand même des chances de remporter des trucs, mais je pense vraiment pas que ce sera le méga succès que certains pourraient penser. Donc voilà, on va pas rester plus longtemps là-dessus, on va passer ensuite au film Sirat, ou Sira, je ne sais pas, qui est un film espagnol qui représente l'Espagne aux Oscars pour le film international, réalisé par Olivier Lax. Alors je suppose que ça doit se prononcer différemment s'il est espagnol. C'est un des films d'ailleurs qui a eu les bourses du CNC et de l'aide au cinéma mondial ou un truc dans ce genre-là. C'est un film un peu particulier. Ça commence avec un père et son fils qui sont dans une rave pour essayer de retrouver la fille qui a disparu. Elle a 18 ans, elle est majeure, elle est partie dans son coin à faire ce qu'elle voulait, et du coup, comme elle est majeure, elle n'est pas considérée comme ayant fugué, donc ils essayent juste de la retrouver comme ça. Ils vont se lier d'amitié avec une bande de punk, qui vont lui parler d'un autre festival dans lequel ils vont aller un petit peu après, auquel pourrait participer également sa fille, si elle aime bien ce genre de rave, qui se déroule également au Maroc, qui est le lieu où se situe l'action du film, sauf que un conflit éclate au Maroc à ce moment-là, et l'armée leur demande de dégager, mais eux décident de ne pas le faire et prennent les petites routes dans le désert pour essayer d'atteindre cet autre festival. Je vous avoue que je trouve ça un petit peu absurde comme comportement, parce que si un conflit qui est en train de se déclencher et qu'ils ont arrêté la rave qui est en cours, il y a fort à parier qu'ils vont annuler l'autre rave également, donc je comprends même pas pourquoi ils sont en chemin. Et alors c'est là que le film devient compliqué à raconter. Pendant à peu près 1 heure de film, tu vois juste les relations se développer entre ce père et ce fils et ce groupe de punk, de marginaux peut-être pourrait-on dire en règle générale, parce qu'ils sont pas forcément punk, mais ils ont un look un petit peu punk quand même, qui sont un peu particuliers, mais ils développent tout un tas de relations assez sympathiques et assez proches. Et au bout d'1 heure de film, je me disais, mais on va où comme ça? Littéralement en plus, parce qu'ils sont en train de rouler dans le désert, et tu fais, mais on va où comme ça en fait exactement? Et à 1h10 à peu près, ou un truc dans ce genre-là, j'ai eu ma réponse. Où d'un coup j'ai fait, oh! Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Et donc maintenant, où est-ce qu'on va? Et on va pas dans un endroit particulier non plus en fait, à partir de ce moment-là. Il y a vraiment un truc énorme qui se passe d'un coup dans l'histoire, qui est vachement marquant, mais ça mène absolument à rien de particulier, t'as pas de parcours particulier de personnage qui vient après ça, t'as pas vraiment de leçon qui est prise. Et en fait, le truc c'est qu'il y a une réplique du film qui donne un peu le sens de tout ça, c'est qu'il y a un moment où il y a un personnage qui dit c'est pas de la musique que tu écoutes, la musique de rave qui revient régulièrement dans le film, c'est de la musique que tu ressens. Et notamment quand j'en ai parlé avec des personnes autour de moi, c'est ce qu'on m'a dit en fait, c'est pas un film qui va quelque part, c'est pas un film qui te raconte quelque chose, c'est un film qui te fait ressentir des trucs. Et je suis un peu partagé sur ce film, parce que je ne peux pas nier que ça m'a fait ressentir des trucs. Comme je vous dis, quand j'ai vu le truc se passer à 1h et quelques, j'étais vraiment...
comme ça devant le film, j'étais complètement sous le choc, et c'était un truc très très impressionnant qui venait de se passer. Mais je trouve ça dommage en fait, je trouve ça presque un peu grossier et vulgaire de mettre des trucs aussi importants, impressionnants, qui te font ressentir autant de trucs à l'image, et de pas vouloir traiter de sujet véritablement dessus en fait. De pas vouloir aller quelque part, de pas vouloir raconter quelque chose avec ça. C'est juste des émotions pour les émotions en fait. Et c'est un peu... Je trouve que c'est très superficiel. T'as l'impression que c'est un exercice de style. Je veux pas raconter une histoire, je veux juste faire ressentir des trucs aux gens en fait. Et j'ai un petit peu de mal, je trouve que c'est assez vain, je trouve que ça va un petit peu nulle part comme projet, et ça me déplaît un petit peu comme façon de penser son truc. En soi, le film lui-même est très très bien foutu, et notamment dans ce travail de purement ressentir des trucs, il y a beaucoup de passages avec de la musique de rave qui sont vraiment axés là-dessus, quoi. C'est vraiment juste, tu filmes des gens en train de danser dans un festival, tu vois des camions en train de rouler dans le désert, t'es ébahi par cet espace grandiose et ouvert, t'es ébahi par ces montagnes, t'es ébahi par ces trucs-là, et en fait c'est vraiment, c'est tout le truc, tu dois juste recevoir des émotions visuelles, parfois un peu narratives, et je vous dis, ça marche, mais ça marche pour ne rien en faire, et c'est pour ça que j'ai vraiment un problème avec le film au final, quoi. Après, c'est pas un film que je déconseille non plus, parce que je comprendrais complètement qu'on ait passé un bon moment dans ce film. Le but du cinéma, c'est aussi de ressentir des émotions, peut-être même avant tout de ressentir des émotions, mais à mon sens, l'histoire et raconter quelque chose et avoir une narration, c'est aussi important en fait avec le cinéma. Si tu te mets que sur les émotions, tu rentres plus dans un truc arty, peut-être d'illustration purement visuelle, un truc dans ce genre-là, mais pour moi, il y a une notion de narration qui est importante quand même quand tu fais du cinéma. Mais malgré tout, ressentir quelque chose, c'est aussi intéressant, et je comprendrais complètement qu'on ressente quelque chose devant ce film. Je comprendrais complètement que ce soit un des films préférés des gens, parce que clairement, ça te fait ressentir des trucs. J'ai ressenti des trucs. Et c'est justement parce que j'ai ressenti des trucs, mais que ça menait à rien, que je suis un peu déçu par le film. C'est un peu paradoxal, je vous dis au final. Peut-être un tout petit peu décalé mon EPAP. Donc ouais, c'est le petit truc qui est un peu paradoxal, c'est vraiment j'ai ressenti des trucs, et je vous conseillerais de regarder le film même, mais justement parce que j'ai ressenti des trucs, j'aurais préféré que ça aille quelque part, et c'est un petit peu mon reproche au film. Mais bon voilà, clairement c'est pas un mauvais exercice, ça marche bien, mais c'est pas le genre de film qui me parle non plus. Voilà, pour ce qui concerne Sira. Ensuite nous avons Song Sung Blue, qui est à mon sens l'intrus de cette sélection. Je ne sais pas ce que ça fout là, honnêtement. Ça s'appelle Sur un air de blues en version française, c'est réalisé par Craig Brewer, ou Brewer, je ne sais pas. Ça met en scène Hugh Jackman et Kate Hudson, qui sont notamment très fans de Neil Diamond, et ils ont tout un spectacle qu'ils mettent en place autour de Neil Diamond. Et c'est le couple avec le pire timing de l'histoire de l'art, du musical, etc., etc. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va bien dans leur vie, d'un seul coup ils se prennent un truc monstrueux dans la gueule, genre une voiture, littéralement. Hein. Et du coup tu vas suivre la vie de ce couple qui essaye de vivre sa vie, notamment de sortir un petit peu de la misère, parce que c'est pas des gens qui roulent sur l'or du tout. Et tu les vois constamment arriver à un sommet et immédiatement se prendre une chute énorme. Ils vont faire la première partie de Pearl Jam, et scène d'après, t'as un truc atroce qui leur tombe sur la gueule, et du coup ils sont obligés de mettre leur carrière en suspens, quoi. Donc c'est vraiment grandeur et décadence quelque part de ce couple de chanteurs qui essayent de faire quelque chose de leur vie mais qui n'y arrivent pas. Et le seul truc, c'est je comprends absolument pas ce que ça fout là en fait. Il y a un côté performance d'acteur pour les deux, pour Hugh Jackman et pour Kate Hudson. Malheureusement, il y a que elle qui a été retenue et pas ce pauvre Hugh Jackman qui aurait pu essayer d'obtenir un Oscar avec ce truc-là. Mais clairement, tu vois qu'il y a un rôle de composition pour ça, tu vois qu'ils ont pris un accent différent, ils sont obligés de chanter également dans certains trucs, donc c'est le genre de truc qui fait de la bonne performance à Oscar, en règle générale. Je dois dire, cela dit, que, à mon sens, la meilleure actrice du film, est-ce que c'est elle, Ella Anderson? Pour moi, c'est l'actrice qui ressort le plus de tout le film, en fait. Hugh Jackman, je le trouve peut-être un peu même parodique dans ce qu'il est en train de faire. Kate Hudson, elle marche plutôt bien, elle est naturelle, mais je trouvais que la gamine, elle, pour le coup, marchait vraiment à fond, notamment au niveau émotionnel. Je trouvais que c'était elle qui vraiment réussissait à porter la plupart des scènes du film, quoi. Et c'est volontaire, hein, le film la traite comme ça, mais je trouvais vraiment que c'était elle qui crevait l'écran par rapport au reste. Mais alors, c'est un film tellement lambda, tellement commun, qui n'a rien de spécial, qui n'a rien de particulier, je comprends pas ce que ça fout dans cette sélection, en fait. Quelque part, je dis, il y a un côté film à performance pour les acteurs, mais même avec ça, ça n'a rien à foutre là, enfin, vraiment, pour moi, c'est l'intrus, ça n'a rien de spécialement notable. Si vous êtes fasciné, enfin, si l'histoire vous intéresse quelque part, vous pouvez le regarder sans aucun souci, hein, vous n'avez pas passé un mauvais moment, j'ai pas trouvé que c'était un film atroce ni quoi que ce soit, mais, enfin, littéralement, dans toutes mes prises de notes, là, j'ai noté 4 trucs dans tout le film,
Pour dire à quel point il y a rien à noter en fait. Pas vraiment, je trouve qu'il y a rien de notable, littéralement, dans ce film. Il y a un monologue de Hugh Jackman qui démarre le film, qui peut être un peu intéressant et marquant. Il a une tendance à aimer démarrer dans le flou et faire le point ensuite dans la scène. Et puis, comme c'est de la chanson très américaine, on va dire, parce que j'ai envie de dire nationaliste, parce que genre là, c'est pas du tout le délire. C'est très américain, quoi. Et du coup, les couleurs travaillées dans le film, c'est le bleu, le rouge et le blanc. Donc c'est vraiment un film bleu, blanc, rouge. C'est cool, hein? Mais ça n'a rien à foutre là. Enfin, vraiment, je vous dis, ça n'a rien à foutre là, à mon sens. Donc on va pas rester dessus pendant 3 heures non plus. Si ça éveille votre curiosité, essayez-le. Mais franchement, je comprends pas ce que ça fait là. Ensuite, nous avons un autre intrus, tout à fait honnête, celui-ci aussi. Cela dit, je comprends pourquoi, parce que, je vous ai dit, il y a pas mal de films avec des incendies dans cette sélection, et ça en fait partie. Ça s'appelle The Lost Bus, qui est réalisé par Paul Greengrass, qui a notamment réalisé pas mal des films de la saga Bourne, avec Matt Damon. Ça raconte l'histoire d'un conducteur de bus, qui est joué par Matthew McConaughey, qui se retrouve à devoir évacuer une école d'enfants, de maternelle, au moment où un gigantesque incendie ravage la ville qui se nomme Paradise. Et c'est là que tu vois le gros rapport avec Hollywood. Holy, c'est sacré, le bois sacré, et tu parles d'une ville de Paradise qui se retrouve encerclée par les flammes, etc. Tu vois vraiment le côté thérapeutique du film presque. Et pourquoi est-ce que ce genre de film leur parle maintenant? Clairement, enfin tu vois que quand il y a un incendie dans le film, ça les marque maintenant du coup, quoi. C'est un film Apple TV, et à mon sens, ça a vraiment la gueule d'un film Apple TV, et à nouveau, je comprends pas ce que ça fout en sélection. Il y a 2 intrus en fait, je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais il y a 2 intrus, et je comprends pas ce que ça fait là, et en plus c'est en sélection pour les meilleurs effets spéciaux. Alors, il y a certains trucs qui passent bien dans les effets spéciaux, mais notamment les mouvements de caméra trahissent constamment que c'est des effets spéciaux, et il y en a beaucoup qui sont dégueulasses. Je dirais que ce qu'il a bien réussi, c'est ce que beaucoup d'effets spéciaux foirent, c'est les effets de fumée, justement. Comme c'est un film sur le feu, c'est important d'avoir des effets de fumée qui sont plutôt réussis, et je dois l'admettre, les effets de fumée sont pas mal réussis, et en règle générale, ils ont bien évidemment pas foutu le feu à leur décor et à l'environnement pour faire ce film, donc clairement, quand il y a des images d'incendie et de feu partout, ça doit être des images générées par ordinateur, quoi. Et clairement, c'est assez bluffant. Et je ne comprends pas ce que ça fout là, quoi. Ça n'a rien de spécial dans la mise en scène, ça n'a rien de spécial dans le jeu des acteurs, par exemple. C'est le film le plus lambda de cette sélection, quoi. Peut-être même encore plus que Shang Tsung Blue, qui a plus un côté performance d'acteur. Là, même pour Matthew McConaughey, qui prend tout le film, pendant tout le truc, franchement, il n'y a pas une performance qui est à tomber par terre, quoi. Enfin, je comprends pas ce que ça fait là, encore une fois. Et je trouve qu'il y a un truc assez absurde, notamment dans la fin du film, où t'as le personnage de Matthew McConaughey qui retourne dans sa maison, après l'incendie du coup, donc le truc est complètement réduit en cendres, et donc il n'y a plus rien en fait aux alentours. Mais malgré tout, c'est assez mal écrit pour que pile poil à ce moment-là, il y a sa femme qui débarque avec quelqu'un d'autre dans la voiture, et tu fais mais pourquoi est-ce qu'elle serait venue ici, il n'y a plus rien, et comment est-ce qu'elle a réussi à trouver exactement le bon timing pour te trouver là, quoi. Enfin, ça me paraît absurde, ça me paraît complètement absurde comme façon d'écrire, et c'est assez gras comme écriture quelque part. Mais c'est adapté d'une histoire vraie. Ce mec, d'ailleurs, maintenant, travaille avec des enfants plutôt qu'être chauffeur de bus, parce qu'apparemment, ça a été une expérience qui lui a apporté quelque chose, de vivre ce moment à ce moment-là, mais... Enfin, vraiment, qu'est-ce que ça fout là, quoi? Qu'est-ce que ça fout là? C'est vraiment parce que ça a marqué Hollywood les incendies que ça se retrouve là, parce que sinon, je vois pas pourquoi c'est là. Donc voilà, pour The Lost Bus. Ensuite, donc là, on est dans la section des The, hein, donc c'est pour ça, si vous vous demandez pourquoi, d'un seul coup, j'ai des L qui débarquent, c'est parce que j'ai tout classé en The. Ensuite, nous avons The Secret Agent, ou L'Agent Secret en français, mais c'est un film brésilien, surtout à la base, qui a réussi à se retrouver, tu sais pas comment, en sélection pour meilleur film étranger, et meilleur acteur pour l'acteur principal, qui s'appelle comment, du coup? Wagner Moura. Donc voilà, il se retrouve en sélection pour ça. Ça me rappelle énormément la sélection du film I'm Still Here, je suis toujours là. Alors le réalisateur s'appelle comment? Kleber Mendonça Filho, je sais pas comment faut le prononcer en portugais. Ça parle donc d'un mec qui, en vérité, alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle l'agent secret, parce qu'en vérité c'est un mec qui est dans un programme de protection des témoins en fait, qui est envoyé dans une petite ville du Brésil pour disparaître sous un autre nom, et il se retrouve dans un immeuble où il y a tout un tas d'autres réfugiés, comme ils s'appellent entre eux, qui sont là pour essayer de disparaître et pour fuir un passé particulier. Et en vérité, je comprends aussi pourquoi est-ce que le film leur a parlé, parce que c'est un film qui tourne énormément autour du cinéma en fait. Au début, t'es juste en train de suivre l'histoire de ce mec qui arrive dans cette petite ville, qui s'installe dans son truc, et qui commence à faire sa petite vie dans son nouveau job.
Et à un moment, d'un seul coup, t'as un cut sur une jeune fille qui est en train d'écouter une cassette à l'époque moderne, avec son PC, avec son portable moderne et tout le bordel. Et en fait, tu comprends que, depuis le début, c'est elle qui s'imagine l'histoire qu'elle écoute dans ses témoignages et qui essaye du coup de lui donner un sens, une image. Et il y a notamment un dialogue de fin qui est vachement pertinent, où il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de souvenir de cette époque, et qu'en fait on lui a raconté ce qui s'était passé à cette époque-là, mais même s'il était vivant à cette époque-là, il en a pas de souvenir. Et du coup il dit, on s'invente quand on est dans ce genre de situation nos propres souvenirs en fait. On nous raconte quelque chose qu'on a vécu et on essaye de s'imaginer le truc et ça devient notre souvenir, mais en fait c'est juste un fantasme imaginé quoi. Et en fait, tout le film parle de films et fait des références à d'autres films. Le personnage démarre dans une coccinelle jaune qui est une référence à Shining de Kubrick parce que c'est la voiture dans laquelle la famille Torrance va jusqu'à l'hôtel. Tu vois des projections de The Omen. T'as des références constantes aux Dents de la Mer, Jaws, avec un gamin qui est fasciné par ça et qui dessine l'affiche constamment, etc. Et en fait, tu vois que tout ça, c'est le récit tel que cette jeune fille le fantasme à travers tous les films de l'époque. Tu vois une scène notamment où il y a deux assassins qui sont en train de trouver un mec à qui déléguer l'assassinat du personnage principal. Et pendant cette scène, la façon d'éclairer, la façon qu'a la lumière d'être captée par les peaux avec des passages un peu surexposés, etc., c'est complètement une image de film des années 70, qui était beaucoup éclairé comme ça à cette époque-là. Et tu vois donc que tout le film est un hommage au cinéma, en fait, en général. Il y a littéralement des scènes qui se passent dans un cinéma pendant tout le truc. Et donc, je comprends pourquoi ça a marqué les Oscars. Maintenant, de là, se retrouver en sélection pour meilleur film et tout, bah, je comprends pas. L'acteur principal, Wagner Moura, je trouve pas qu'il fasse une performance extraordinaire. Je trouve pas qu'il crève l'écran. Enfin, il est très bien, hein, je dis pas l'inverse. Mais je vois pas de performance particulièrement marquante non plus. Et je dois dire que le film est quand même un petit peu décevant, parce que ça se finit un petit peu en cul-de-sac au bout de 2h40 de film. Et je suis putain, mais le truc c'est que justement c'est pour émuler le truc, c'est qu'en fait elle a pas la fin de l'histoire dans ses cassettes, et donc du coup ça s'arrête aux dernières preuves qu'on a de l'histoire dans le truc. Mais il y a quand même une petite preuve qu'on pourrait avoir en plus d'un événement qui s'est passé, et malgré tout il l'illustre pas, et du coup la fin c'est comme un soufflet qui retombe à plat, mais c'est totalement volontaire dans la mise en scène du truc quoi. C'est depuis le début on était vraiment dans un fantasme, et à la fin on est confronté à la réalité, et surtout la réalité telle qu'on doit la vivre aujourd'hui en fait, avec les moyens qu'on a pour la vivre, qui sont ces témoignages, ces cassettes, ces articles de journaux, etc., etc. Donc en soi, c'est intéressant, le rapport avec le cinéma est cool, mais le film est très frustrant aussi. Ça passe quand même très très bien, il y a beaucoup de personnages qui sont drôles, qui ont beaucoup de caractère, qui sont très affirmés, etc. Il y a beaucoup de scènes qui sont drôles en elles-mêmes. Donc c'est pas comme si le film était insupportable à voir, mais c'est vrai que du coup la fin est très décevante, mais ça a aussi un sens dans le truc, quoi. Mais c'est vrai que 2h40, c'est un petit peu long pour en arriver à cette fin-là quand même. Donc voilà, je comprends pourquoi ils se retrouvent en sélection, mais un peu frustrant quand même. Donc voilà, pour ce qui est de The Secret Agent, vous pouvez essayer, mais gare à la fin quand même. Ensuite, on va passer rapidement sur The Smashing Machine, parce qu'il est en sélection que pour une seule catégorie. C'est donc le film de Benny Safdie, l'autre frère Safdie, mais celui qui a moins de succès manifestement avec ce film-là. C'était le film qui devait prouver que Dwayne Johnson était capable de jouer des rôles dramatiques, qu'il n'était pas là que pour jouer dans des comédies et des films d'action, mais qu'il pouvait aussi montrer des émotions. Donc il y a notamment 3 ou 4 scènes où il pleure devant l'écran. Tu vois quand même que ça doit être compliqué pour lui parce qu'il est constamment obligé de se cacher derrière ses mains quand il se met à pleurer, parce que je pense que les larmes ont du mal à arriver. Mais donc ça raconte l'histoire de ce joueur de UFC, MMA je crois, enfin un truc dans ce genre-là, qui s'appelle Mark Kerr, qui était assez connu dans les années 90, qui a eu pas mal de succès, et qui a aussi eu quelques défaites, et notamment on revient sur ses défaites dans ce film-là, parce qu'évidemment ça l'atteint beaucoup. On parle également de son addiction à la drogue, par exemple. Et en fait, c'est un petit peu mon souci avec le film, c'est il n'y a pas véritablement de but à atteindre dans le truc. C'est éventuellement, grosso modo, à un moment où on parle de participer à une compétition particulière, mais en soi c'est juste une biographie sur un passage de la vie de ce mec qui a été sélectionné un peu au hasard. Dwayne Johnson est accompagné de Emily Blunt, qui était sa collaboratrice dans Jungle Cruise par exemple, et je crois que c'était beaucoup apprécié sur le tournage de ce film-là, et du coup ils ont tourné ensemble pour ce film-là. Elle joue une nana qui est un peu bipolaire, on va dire, pas en tant que maladie, mais dans son comportement. Elle a un côté un peu bipolaire où d'un côté elle est un peu en admiration devant lui, elle l'adore, etc. Et en même temps elle va lui casser du sucre sur le dos quand les portes sont fermées, qu'il n'entend pas ce qu'elle dit, etc. C'est en ça que tu retrouves un tout petit peu la touche Safdie, des frères Safdie, c'est qu'effectivement ils ont des personnages qui sont généralement un peu troubles moralement.
Après, le problème, c'est que c'est Dwayne Johnson, et que, évidemment, il veut pas jouer un salaud ou un méchant, donc lui n'est pas si trouble que ça. Il a un problème, notamment par rapport à la drogue, et au fait qu'il se shoot, il se dope. Mais c'est un peu son seul défaut du film, et sinon, c'est un mec adorable qui fait la conversation avec les petites grand-mères dans les salles d'attente du médecin et tout le bordel. Et je dois dire que c'est ce qu'on pourrait dire avec le film, ça ne marche pas du tout. Très franchement. C'est en plus, mais un pompage éhonté de The Wrestler de Darren Aronofsky, quoi. Mais c'est incroyable à quel point c'est exactement le même film sur ce combattant un peu à la dérive. Le film entièrement filmé façon documentaire caméra épaule avec du 16 mm pour avoir une image un peu dégueulasse qui à la fois évoque l'époque mais surtout la condition mentale du personnage et le fait que ce soit quelqu'un de cassé, d'abîmé par la vie, volontairement. Et d'ailleurs c'est un truc qui est traité dans une scène, notamment il voit du Destruction Derby, je crois que ça s'appelle comme ça, vous savez les trucs où c'est juste une arène et les bagnoles qui se rentrent les unes dans les autres. Et il voit du coup les pauvres pilotes qui se prennent 36 000 bagnoles dans la gueule et il se dit c'est ce qu'on est en train de faire, nous aussi sur scène on se massacre pour le divertissement des gens, etc. Oui, ok, très bien, mais il n'y a aucune profondeur en fait en dehors de ça. Pour moi, il y avait très peu de propos. J'allais dire pas de propos, mais très peu de propos. Les performances sont pas non plus si marquantes que ça. Artistiquement, c'est vraiment une copie mais honteuse en plus, vraiment de The Wrestler. Et tu sens en plus que c'est le film produit pour faire la promo de Dwayne Johnson. C'est même lui qui a coproduit le film, un peu comme Timothée Chalamet avec Marty Supreme d'ailleurs, qui est aussi avec un frère samedi. Intéressant, tout c'est moi commun. Mais tu vois vraiment que c'est le rôle qu'il a fait pour montrer qu'il savait jouer un truc, quoi. Et ça se voit trop, et ça se sent trop pendant tout le truc. Et ça fait projet vanité, vraiment, complètement. Enfin, j'ai pas du tout apprécié le film. Il est pas très long, en plus, il dure que 2 heures et quelques, mais franchement, j'ai pas passé un moment extraordinaire. C'est pas une merde, hein, mais je me suis fait chier, quoi. Enfin, je trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, en ce qui concerne The Smashing Machine, franchement, c'est pas du tout aussi marquant qu'un Rocky ou qu'un... je sais pas, Knockout, il y avait un autre film comme ça qui passait bien, ou d'autres films dans le genre, quoi. Vraiment, pour moi, le film ne raconte quasiment rien. Et c'est pas très intéressant. Donc je ne vous conseille pas The Smashing Machine. Ensuite, nous avons un film dont on m'a pas mal parlé, je dois l'avouer, l'année dernière, qui est The Ugly Stepsister, qui est un film... D'où est-ce qu'il vient, celui-là aussi? Norvège? Bah, Norvège, Suède, Pologne, Danemark, Roumanie, bordel. C'est en norvégien, donc c'est principalement en norvégien, on va dire. C'est réalisé par une femme qui s'appelle Emily Blichfeld, et c'est, à mon sens, alors c'est complètement une histoire de femme pour le coup, parce que ça parle justement de comment est-ce que les femmes se torturent pour devenir belles, en réinterprétant l'histoire de Cendrillon, mais du point de vue de l'affreuse belle-sœur, et donc de montrer tout ce que l'affreuse belle-sœur doit faire pour essayer de capter le regard du prince, et à quel point les femmes se détruisent pour ça. Et donc, à mon sens, c'est Better the Substance. Parce que The Substance, j'ai trouvé ça très basique, superficiel et pas très intéressant. Superficiel d'ailleurs, c'est ironique vu ce que dénonce le film. Mais ça, pour le coup, c'est une super bonne idée de reprendre l'histoire de Cendrillon du point de vue de l'affreuse belle-sœur et de montrer les trucs atroces qu'elle se fait pour essayer de plaire au prince. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée, que ça marche super bien, ça réinterprète vraiment le truc dans le domaine de l'horreur, plus à mon sens que The Substance, même s'il y avait un côté grotesque effectivement dans The Substance, mais là je trouve que c'est plus horrifique parce que véritablement, il y a certaines scènes de ce truc-là, tu les vois, tu fais ouh, notamment alors toute la scène avec le chirurgien esthétique qui doit lui refaire le nez, les cris en plus, comment est-ce qu'elle les joue, c'est assez horrible, ça fait vraiment très très mal. La scène des fossiles, notamment, est particulièrement stressante. Quand tu vois ce truc-là, tu fais non, avec 1 millimètre de plus, non. Vraiment, t'es comme ça devant le truc pendant toute la séquence. Vraiment, ça te prend aux tripes. En parlant de tripes, d'ailleurs, il y a une de ses profs de danse qui a un peu pitié pour elle et qui la prend un peu sous son aile et qui va pour lui confier un truc. Et au début, je pensais qu'elle lui confiait du maquillage. Je vais pas vous dire ce qu'elle lui confie, mais quand j'ai enfin compris ce qu'elle avait confié, j'ai fait d'accord. Ok, c'est trash, c'est trash, mais c'est aussi une technique effectivement qui existe. Et d'ailleurs, quand on va résoudre ce truc dans le film, ce qui lui a été confié par cette prof, c'est probablement une des scènes aussi les plus gore et les plus trash du film, quoi. Vraiment, c'est là pour le coup, c'est extrêmement bien géré cette question de l'horreur de la vie d'une femme et de ce qu'elle doit faire pour essayer de plaire aux gens en fait. Et le film va beaucoup insister comme ça sur tous les détails les plus hardcore et les plus atroces, à faire des gros plans sur bah, vous savez tous que du coup la fausse belle-sœur va se couper le pied pour essayer de rentrer la chaussure de Cendrillon. Elle va te montrer en gros plan les pieds coupés qui sont en train de saigner et tout le bordel. Et du coup c'est bien trash quoi, ça te prend vraiment aux tripes. Et l'idée est bien présentée aussi également dans ne serait-ce que le générique du début
où t'as un magnifique panoramique sur la table à manger sur laquelle vient de mourir le beau-père. Le beau-père d'ailleurs, la scène était tellement atroce, et drôle en même temps. C'est vraiment un gros trou du cul, et il fait un truc pendant le premier pas après que la mère du coup soit mariée avec. Et quand le truc est arrivé à l'écran, j'ai fait mais what the fuck, c'est vraiment quel connard quoi. Donc ça m'a vraiment beaucoup fait réagir. Et donc oui, ce générique mélange beauté et horreur en même temps, parce que tu vois du coup cette table avec tout un tas de plats, de beaux plats à manger, mais en même temps t'en as certains qui sont en train de pourrir, t'en as certains qui ont des asticots, et en plein milieu de la table, t'as le beau-père qui est comme ça sur le truc complètement mort. Il y a vraiment un mélange de beauté et de trash qui marche super bien et qui vend extrêmement bien le message du coup et tout le but du film quoi. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette réinterprétation du conte de Cendrillon. La Cendrillon d'ailleurs, elle est bien amochée au passage également, tu comprends que c'est une espèce de petite peste, de petite conne. Mais vraiment, j'ai trouvé ça infiniment plus intéressant que The Substance. Si vous avez aimé The Substance, je pense que vous allez adorer The Ugly Stepsister. Si vous n'avez pas aimé The Substance, là, je vous conseille complètement The Ugly Stepsister. Vous allez passer un bien meilleur moment, et c'est le thème de les horreurs que les femmes doivent vivre pour essayer de se faire voir dans la société. Vraiment bien traité et au max, et d'une façon horrifique, et qui marche extrêmement bien. En plus, le film ne fait qu'1h45, ça passe tout seul. J'ai passé un très bon moment. Et il est sorti quoi, en juillet 2025? Si je l'avais vu, il se serait probablement aussi retrouvé dans les tops. C'est dommage que j'ai loupé celui-là, mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour rattraper tout ce que je voulais rattraper non plus. C'est le problème à faire les rattrapages en temps et en heure. Mais du coup, ouais, très bon moment à passer devant ce film, et je le recommande très chaudement. Ensuite, alors là je vais prendre un ton un petit peu plus grave quand même, parce que c'est un film qui est basé sur un fait réel. Ça s'appelle La Voix de Hind Rajab en français, ou The Voice of Hind Rajab en version anglaise. C'est réalisé par Kauter Benhania. Ça revient grâce aux enregistrements sonores et vidéos de cet événement qui ont été partagés sur les réseaux sociaux du Croissant Rouge, sur l'histoire d'une petite fille à Gaza qui appelle le Croissant Rouge pour obtenir de l'aide et se faire évacuer, alors que toute sa famille vient de se faire tuer par l'armée israélienne dans leur voiture. L'équipe entière va rester au téléphone avec elle pendant plusieurs heures, le temps que tout le processus puisse se mettre en marche, parce que c'est tout un truc très compliqué de faire intervenir une ambulance dans une zone de guerre, et il faut que tout un tas de parcours soient validés par l'armée israélienne, puis ensuite validés par tel ou tel gouvernement et par tel ou tel truc, etc., pour que les choses puissent se mettre en place. Et pendant tout ce temps-là, t'as toute l'équipe qui est évidemment prise aux tripes par le témoignage de cette petite gamine de... quel âge elle a ? 6 ans, un truc dans ce genre-là. Le film est tellement basé sur la vie réelle qu'il y a une scène, c'est un des trucs intéressants de mise en scène du film, où il y a la personne qui lit la vidéo TikTok sur son téléphone. Dans la diégèse du film, elle est en train de l'enregistrer, mais en fait, les acteurs réels sont dans le flou. Tu te concentre le point effet sur l'écran du portable, et sur le portable, c'est en vérité la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux du vrai événement qui est en train d'être joué. Et du coup, il y a une synchronisation parfaite entre les acteurs qui sont en train de rejouer la scène et la vidéo réelle qui est à l'écran. Tu as beaucoup de scènes où tu vois les gens avec leur casque et qui sont au téléphone avec la petite fille, mais qui ne parlent pas parce qu'ils sont en train de jouer en vérité le véritable document audio et non pas eux-mêmes de jouer la scène. Donc il y a tout un tas de projections comme ça entre la réalité et la fiction, ou la version narrée fictivement de cette histoire. Et je vais vous dire un truc très simple en fait. Quand je fais mes tableaux de visionnage de films, que tous les ans je récapitule tout ce que j'ai regardé, j'ai un système de notes de 0 étoile à 4 étoiles. C'est la première fois que j'ai inscrit un film dans un de ces tableaux et que je n'ai pas mis de notes. Parce que c'est juste tellement atroce et dégueulasse que tu peux pas noter un truc comme ça. Et il se trouve que c'est bien réalisé en termes de mise en scène, et c'est justement pour ça que c'est aussi prenant. Mais vraiment, j'ai pas pu noter ce truc. Ce serait insultant de mettre quelque note que ce soit à ce qui est en train de se passer. C'est un film qui est absolument atroce dans ce que ça retranscrit de la réalité et de l'horreur de ce conflit moderne. C'est un film qu'il faut plus traiter comme un documentaire, un docu-fiction quelque part, mais enfin vraiment c'est le côté réaliste qui fait l'impact du film. Et vraiment ça prend aux tripes et c'est atroce. Et ça m'a foutu ma journée en l'air ensuite, et là j'ai vraiment du mal à en parler. C'est très dur, c'est vraiment un film très dur à voir. Donc soyez avertis quand vous allez regarder ce film, c'est pas à regarder dans n'importe quelle condition, et c'est pas à regarder n'importe quand et n'importe comment. Ouais, c'est atroce. C'est juste atroce.
Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps dessus, c'était très dur à voir comme film. Repassons dans quelque chose d'un peu plus tranquille. Nous avons le film pour pouilleux et ruraux américains qui s'appelle Train Dreams. C'est un film Netflix, réalisé par Clint Bentley qui, je crois jusque-là, faisait plutôt des scénarios. Et en fait, c'est assez simple de résumer l'histoire du film. C'est l'histoire d'un mec qui n'a laissé aucune trace dans l'histoire, mais sans qui l'histoire n'aurait pas eu lieu. Ça raconte l'histoire d'un bûcheron qui est joué par Joel Edgerton. L'histoire se déroule au début du XXe siècle, donc on est dans la transition avec la révolution industrielle et tout le bordel. Donc au départ, il coupe les arbres avec des scies et des haches, et à la fin du film, il les découpe avec des tronçonneuses. Et ça nous montre juste la vie de ce mec. Sa rencontre notamment avec sa femme, qui est jouée par Felicity Jones, qui est une habituée des Oscars, elle aussi, elle était dans The Brutalist l'année dernière. Ça raconte son travail, ça raconte comment sa vie a évolué au-delà de ça, je vais pas aller dans le détail pour ne pas spoiler le film. Ça c'est juste que c'est un autre des films avec un incendie de forêt dans l'histoire, qui est évidemment très important et qui marque un tournant dans cette histoire. Et donc en fait c'est ça, on suit l'histoire de ce mec, qui a été un témoin de l'histoire, de l'avancée de l'histoire, avec tout ce qu'elle peut comporter de sombre également. C'est-à-dire que c'est effectivement un film qui est proche de la nature, proche des vrais gens, et notamment des fondateurs de l'Amérique. L'Amérique a été bâtie par ces gens-là. Le mec construit littéralement les chemins de fer qui ont permis au train d'avancer dans le truc et qui ont permis le développement des États-Unis. Et il est du coup également témoin de certains trucs durs de cette histoire. Il y a un moment où on voit un Afro-Américain qui vient pour se venger d'un blanc du Sud qui a tué son frère. Il y a tout un truc qui revient par rapport à un de ses collègues de travail qui est chinois et qui a été tué purement et simplement en plein milieu de la journée de travail par d'autres de ses collègues. On ne sait même pas pourquoi, il y a peut-être une raison, il a peut-être volé un truc, ou en tout cas il est soupçonné d'avoir volé quelque chose, mais jamais on n'aura véritablement la réponse, et donc c'est juste le meurtre le plus insensé et sans justification du monde. Et il va être poursuivi par le fantôme de ce mec pendant une bonne partie du film. Il va aussi, par contre, être aidé par un natif américain qui va le prendre en pitié quand certaines choses vont lui arriver. Et donc en fait, c'est vraiment le truc du film, c'est que ce mec a fondé l'Amérique telle qu'elle est, c'est une des petites mains qui a fondé l'Amérique telle qu'elle est, mais lui-même n'a laissé aucune trace dans l'histoire, alors qu'il a permis à cette histoire d'exister en fait. Donc c'est vraiment le film pour rendre hommage aux origines de l'Amérique, et c'est clairement le genre de film qui est plutôt fait pour l'électorat conservateur des États-Unis, qu'Hollywood a beaucoup perdu, et c'est clairement le film qu'ils ont mis en sélection pour leur dire, vous voyez, on vous apprécie bien quand même, quoi. On comprend aussi une partie de ce que vous respectez dans cette histoire de ce pays et tout le bordel, tout en vous montrant quand même quelques petits points démocrates par-ci par-là, avec les minorités et comment elles ont été traitées dans le truc, avec de très belles images, pour le coup. Il y a certaines belles trouvailles, notamment, il y a certains plans qui sont accrochés aux arbres pendant qu'ils sont en train de tomber, et j'avais jamais vu ce point de vue, un point de vue fixe de la caméra avec branché sur le tronc. C'était joli, c'était bien foutu. Et le mec est hanté dans ses rêves par un train, justement. J'ai pas trop compris à quoi ça servait exactement ce point-là, pour le coup. Je comprends pas l'intérêt de se focaliser là-dessus, mais c'est effectivement un des éléments du film, et c'est parmi les belles images du film, tu vois, le point de vue du train qui est en train de se promener sur une voie de chemin de fer pendant la nuit avec la lumière qui éclaire le décor autour, donc ça fait des images qui sont assez belles. C'était pas un mauvais moment à passer non plus, cela dit, ça fait que 1h43, et quand ça s'est terminé, j'ai fait « Ah, ça faisait que 1h43 ?» Ça m'a paru un peu plus long, donc c'est quand même pas non plus le film le plus fascinant du monde, mais il y a de très belles images de la nature, des arbres, de très beaux couchers de soleil, de très beaux ciels, etc., etc., mais c'est pas fascinant non plus, quoi. Et notamment, c'est vraiment un film tranche de vie, c'est-à-dire qu'on revient vraiment sur la vie globale de ce mec, mais il n'y a pas d'objectif clair à suivre, et il n'y a pas de principal moteur à sa vie non plus, quoi. Il vit sa vie, et on montre sa vie, en fait, avec ce film. Un petit point à noter, c'est le deuxième film, j'en ai pas parlé avec l'agent secret, parce que j'avais d'autres trucs à dire sur l'agent secret, là j'en ai pas beaucoup, donc je vais peut-être le dire. C'est le deuxième film qui présente des animaux avec deux visages. Il y a un veau dans ce film qui naît avec une déformation faciale qui fait qu'il a deux visages. Et dans The Secret Agent, il y a également un chat qui a deux visages comme ça. Dans The Secret Agent, je vois l'idée parce que du coup c'est un mec qui a une double identité, c'est un mec qui vient se cacher sous une autre identité, et donc l'idée d'un chat avec deux visages, ça montre deux identités pour une même personne, c'est une métaphore qui passe bien. Dans celui-ci, je comprends pas l'intérêt, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a ce truc-là, donc voilà. C'est une petite anecdote par rapport à Train Dreams. Et puis enfin, ceux-là ils vont aller vite parce que je les ai déjà fait. Nous avons Weapons, que j'ai fait dans les rattrapages, ou Évanoui pour le titre français, réalisé par Zach Krieger qui avait réalisé Barbarian et qui va réaliser le prochain Resident Evil.
C'est un film qui était en sélection que pour le meilleur rôle, la meilleure actrice dans un rôle secondaire, pour Amy Madigan, qui joue le personnage marquant de ce film. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas dire de quoi il en retourne. Et enfin, nous avons Zootopie 2, qui est donc le dernier film de la sélection meilleur film animé, et aussi le dernier film de cette liste, réalisé par Byron Howard et Jared Bush, qui est donc la suite du premier Zootopie. Si vous voulez avoir ma critique de ce film, il est dans mes rattrapages de 2025 également. Je n'avais pas grand chose à en dire, je trouve que c'est un film inoffensif. Et donc voilà. Maintenant que tous ces films ont été passés en revue, nous allons revenir au pronostic et à ma sélection personnelle dans ces films. Je vais donc commencer par le bas de ma liste, je vais me la faire à l'envers. On va commencer par les meilleurs effets spéciaux. En compétition, nous avons Avatar 3, Formula One, enfin F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus et Sinners. Il n'y a pas quand même énormément d'effets spéciaux. Ah, mais il y a quand même le dédoublement de Michael B. Jordan, j'y avais pas pensé à ça, que je suis con. Qui est effectivement très très bien fait. Avatar n'est nommé que dans cette catégorie-là, et il faut quand même qu'il reparte au moins avec les effets visuels. Même si le dédoublage de Michael B. Jordan est très bien fait dans Sinners, s'il y a un film à retenir pour les effets spéciaux, c'est quand même Avatar, qui repose entièrement sur des images générées par ordinateur. Généralement, il l'a quand il est en compétition pour ces trucs-là. Donc, je suis parti sur Avatar. J'ai eu un petit doute sur F1, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux qui passent totalement inaperçus dans F1. T'as vraiment l'impression que c'est des images réelles. Et du coup, je me dis que peut-être F1 pourrait l'emporter. En tout cas, c'est mon choix personnel, c'est mon Oscar personnel. Et je ne pense pas du coup que les autres recevront quoi que ce soit, ni Jurassic World, ni The Lost Bus, et donc pas Sinners non plus, même si effectivement le dédoublage du personnage est très bien fait. Catégorie meilleur son, qui avant étaient deux catégories séparées, mixage et montage, c'est très bien qu'il les réunisse en une, sont en compétition F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners et Sirat. J'ai un joker dans cette catégorie-là également. Je pense que ça ira soit à Formula One, parce que généralement, les films de course avec des gros bruits de moteur et de machin, ils aiment beaucoup, et encore une fois, dans ce film-là, c'est des sons qui sont très très bien foutus, tout le travail du son est très très bon dans ce film. Ça pourrait également être Sirat, qui, à nouveau, bosse également très très bien le son, notamment avec la musique rave, mais aussi en règle générale, il y a le travail du son est très très bien foutu dans ce film. Et je ne trouve pas qu'aucun des autres films, que ce soit Frankenstein, One Battle After Another ou Sinners, fasse quoi que ce soit de notable au niveau du son, et Sirat est mon choix personnel pour cette catégorie. Dans les meilleurs décors, en sélection nous avons Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another et Sinners. Je trouve pas que les décors de Sinners sont quand même particulièrement notables. Il y a surtout le Juke Joint, ou je sais pas trop, je crois que c'est comme ça que s'appelle leur truc, et c'est à peu près le seul décor du film, ce qui n'est pas non plus extraordinaire comme accomplissement en termes de production design. One Battle After Another, les décors sont sympathiques, mais il n'y a rien de notable non plus dans ces décors, je trouve. Marty Supreme, alors pour le coup, je sais pas ce qu'il fout là, vraiment rien à noter dans ces décors-là. Hamnet, j'ai eu un petit doute, parce qu'il y a tout ce côté, effectivement, reproduction d'un village anglais de l'époque, et notamment le Shakespeare Theatre qui a été reconstruit et reconstitué pour une seule scène en plus, et quasi à l'identique par rapport à avant, un exploit qu'avait aussi accompli Roland Emmerich quand il avait fait Anonymous. Je pense quand même que l'Oscar des meilleurs décors reviendra à Frankenstein de Guillermo del Toro, parce que là vraiment c'est un film où les décors m'ont marqué. Il y a un accomplissement particulier dans Hamnet à reproduire des trucs comme ça, mais vraiment les décors marquants visuellement, ils sont dans Frankenstein. Donc pour moi, c'est Frankenstein qui va le remporter de la part de l'Académie, et c'est mon Oscar personnel également pour cette catégorie. Ensuite, nous avons meilleure chanson originale, et je vous avoue, je vais un petit peu tricher cette fois-ci. D'habitude, je les écoute toutes, et là, honnêtement, la qualité musicale n'a en vérité rien à voir dans qui remporte cette catégorie. Parce que le nombre de films, chansons plutôt, qui ont remporté cet Oscar, qui ne méritaient pas de le remporter, remplirait des bibliothèques entières. Donc, je suis juste parti sur le pifomètre et sur notamment la popularité du film en question. En sélection, nous avons une chanson qui s'appelle Dear Me pour un documentaire sur Diane Warren. Dear me, I know you feel like nobody understands. Nous avons la chanson Golden de K-pop Demon Hunters. Nous avons I Lied to You du film Sinners. Nous avons Sweet Dreams of Joy d'un film, un documentaire sur Verdi qui s'appelle Viva Verdi.
Et nous avons Train Dreams, du film Train Dreams. I've seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Et je pense que c'est Golden de K-Pop Demon Hunters qui va l'emporter parce que c'est la chanson qui a marqué tout le monde l'année dernière, ou en tout cas une des chansons. Le film a eu un énorme succès et cette chanson, les parents l'ont entendue partout parce que les gamins les écoutent en boucle. Donc je pense que c'est Golden qui va remporter la meilleure chanson, basée purement sur la popularité du film et pas la musique, parce que, je le répète, la qualité de cette musique n'a jamais rien à voir avec qui remporte la statuette. Meilleure musique originale, je vous avoue que pour le coup j'étais très emmerdé, parce que honnêtement il y a quasi aucune musique originale de film qui m'a marqué cette année, à l'exception d'une. Centre en sélection, Bugonia, avec Jerskin Fendrix à la musique. Frankenstein avec Alexandre Desplat, cocorico mais très malade, avec un gros cancer dans la gorge, puisque Desplat est donc un compositeur français, mais pour moi il a jamais fait de bonne musique, à part dans Harry Potter, il a fait de la bonne musique dans Harry Potter. Nous avons la musique de Max Richter dans Hamnet, mais pour le coup la musique de Hamnet n'est pas du tout restée en tête. Et nous avons One Battle After Another, musique composée par Johnny Greenwood, et c'était un truc qui m'avait énervé dans ce film, c'était ce côté jazz d'impro pendant absolument tout le film, où t'as quasi l'impression que le mec appuie sur des touches au hasard sur le piano toutes les 10 ou 15 secondes par exemple, pour que ce soit en plus irrégulier. C'est pas une musique que j'ai beaucoup appréciée, mais c'était une musique marquante, pour le coup. Et nous avons la musique de Ludwig Göransson pour Sinners. Ludwig Göransson qui est un collaborateur de longue date de Ryan Coogler. Je crois qu'ils étaient tous les deux ensemble en école de cinéma, et c'est de là qu'ils se connaissent, c'est pour ça qu'ils continuent à bosser ensemble. Et Ludwig Göransson, généralement, il marche bien niveau musique. Donc là, j'ai eu un doute, et j'ai mis un joker, à la fois pour One Battle After Another et pour Sinners. Pour moi, ça se joue entre ces deux-là, et aucun autre. Et paradoxalement, je remets ma statuette à moi de la meilleure musique originale à One Battle After Another, parce que c'était peut-être détestable, mais au moins ça m'est resté en tête. Donc voilà. Sinners est vachement axé sur la musique également, mais la musique qui n'est pas chanson, véritablement, parce qu'il sépare chanson et musique dans ces sélections-là, et je ne veux pas que la musique de Sinners soit notable du tout. Je sais pas, est-ce que quelqu'un d'entre vous se souvient de la musique de Sinners? Pas le moment où le mec est en train de faire sa chanson à la guitare et tout le bordel, la musique. En sélection pour meilleur maquillage coiffure, nous avons Frankenstein, avec le pire Frankenstein que j'ai jamais vu, qui n'a vraiment aucune personnalité, rien à montrer, donc je comprends pas ce qu'il fout là. Kokuho, donc le maître du kabuki, qui est basé beaucoup sur les maquillages. The Smashing Machine, qui apparemment est en sélection aux Oscars pour avoir filé des cheveux à Dwayne Johnson. Il a une petite prothèse aussi sur le nez, et peut-être sur les paupières ou un truc dans ce genre-là, qui change un petit peu son visage. Mais en gros, t'as l'impression que c'est ça, quoi. On va vous donner un Oscar pour avoir foutu des cheveux à Dwayne Johnson, et le pire, c'est que c'est le seul truc pour lequel le film est sélectionné, quoi. C'est vraiment très insultant, je trouve, quelque part. Et puis, nous avons The Ugly Stepsister, qui a tout un travail de maquillage et de prothèse autour des personnages pour les rendre moins beaux, notamment, et aussi pour certaines blessures qui vont se faire à certains moments, etc., etc. Donc un bon travail, je trouve, à ce niveau-là. Je suis donc parti sur un joker, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a une année où The Suicide Squad a remporté l'Oscar du meilleur maquillage coiffure pour un personnage qui s'appelait Killer Croc, qui était le seul personnage avec une prothèse du film, alors qu'en face, il y avait Star Trek Beyond, avec des tonnes d'extraterrestres, avec des prothèses extraordinaires sur la gueule. Donc ils font un peu n'importe quoi, parfois, avec cette catégorie. Cela dit, ils avaient quand même récompensé le maquillage et la coiffure de The Substance, qui a un peu le même kiff que The Ugly Stepsister. Donc je suis parti sur un joker aussi, Frankenstein, pour le pire maquillage de Frankenstein du cinéma, récompensé aux Oscars malgré tout, je vois ça comme une possibilité. Je pense, cela dit, qu'ils partiront plus sur The Ugly Stepsister, qui a un travail plus intéressant à ce niveau-là. Je ne pense pas, franchement, que Sinners, Kokuho ou The Smashing Machine méritent de remporter quelque chose sur maquillage, coiffure. Pas quelque chose que je trouve particulièrement notable dans ces films-là. Ma statuette personnelle est remise à The Ugly Stepsister dans cette catégorie. Meilleur film étranger, maintenant, Best International Feature Film. Nous avons The Secret Agent du Brésil, It Was Just an Accident de la France, Sentimental Value de Norvège, Sirat d'Espagne et The Voice of Hind Rajab de Tunisie. Je pense
que, notamment pour la portée politique du film, c'est The Voice of Hind Rajab qui va partir avec la statuette. C'est un film qui est tellement marquant, qui est tellement impactant, que, à mon sens, c'est lui qui devra partir avec. Je ne mettrai pas de Joker dans cette catégorie, malgré le fait que il y a une possibilité pour... Il y a une possibilité pour The Secret Agent quand même. Je crois que je m'étais fait avoir aussi avec Je suis toujours là, l'année où il était en compétition. Je trouvais pas que c'était un film très notable, mais quand même, pour l'impact politique du film, je pense que ce sera la voix de Hind Rajab. Ma statuette personnelle, pour le coup, revient à valeur sentimentale. Parce que... Effectivement, c'est atroce ce qu'il y a dans la voix de Hind Rajab, mais pour un film que j'ai plus apprécié, véritablement apprécié, qui m'a pas juste déprimé pendant les 48 heures qui ont suivi, valeur sentimentale, c'est vraiment le film que moi j'ai apprécié dans cette sélection. Donc c'est ce que moi j'ai mis dans mon choix personnel. Mais c'est un peu comme le fait que je puisse pas mettre de notes à la voix de Hind Rajab dans mon tableau. Je peux pas lui donner une statuette, je trouve ça vulgaire et grotesque de lui remettre une statuette, mais peu personnelle en plus. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer pendant la cérémonie. Ensuite, nous avons le meilleur montage. En compétition, nous avons F1, nous avons Marty Supreme, nous avons One Battle After Another, nous avons Sentimental Value, ou valeur sentimentale, et Sinners. À mon sens, ça peut aller sur deux films, soit F1, pour notamment le dynamisme des scènes de course qui sont vraiment très très marquantes et qui sont très très bien montées, justement. Ou bien, l'Académie pourrait le remettre à One Battle After Another, notamment pour la scène de fin, la course-poursuite en voiture, la course-poursuite la plus molle de l'histoire du cinéma, mais il y a des gens qui ont trouvé ça cool de jouer sur cette idée d'avoir les voitures qui apparaissent ou disparaissent dans les montagnes, dans les rétroviseurs, et tout dans ce genre-là, enfin dans les montagnes, les petits vallons de la route. Moi, je trouve que c'est une des scènes les plus chiantes du monde, mais je verrais totalement, du coup, l'Académie remettre un truc à cette scène-là, enfin, ou pour cette scène-là notamment. Donc voilà, c'est pour moi entre F1 et One Battle, et ma statuette personnelle, je la remets à F1, parce que effectivement, le montage de ces scènes de course est absolument extraordinaire. Ensuite, dans les meilleurs costumes, nous avons Avatar, Fire and Ash, nous avons Frankenstein, nous avons Hamnet, Marty Supreme et Sinners. Je trouve pas qu'il y ait un travail de costume particulièrement marquant dans Marty Supreme et Sinners, c'est juste des costumes d'époque, mais vraiment rien de spécialement notable, vraiment rien qui ressorte à mon sens de marquant. Avatar Fire and Ash, je vous dis, c'est pas pour celui-là à mon avis qu'il faudrait le récompenser pour les costumes, donc je pense pas qu'ils partiront là-dessus. Pour moi, ça se joue entre deux films, entre Frankenstein et Hamnet. Hamnet qui a tout ce travail sur la robe rouge qui se détache par rapport au reste, et tous les autres costumes qui sont très gris. Il y a quelque chose qui est vachement intéressant dans ce travail des costumes-là. Mais je pense que les costumes les plus marquants malgré tout, c'est ceux de Frankenstein, et du coup pour moi c'est à lui que l'Académie va remettre sa statuette pour le meilleur costume. Moi, je remets la mienne à Hamnet parce que ce jeu sur le costume qui a un sens dans l'histoire, je le trouve vachement intéressant, et c'est du coup, le costume est vraiment utilisé pour la narration. Mais je pense que si on se base sur un côté purement visuel, les costumes de Frankenstein, notamment toutes les robes que porte Maya Goth, sont les trucs les plus marquants dans la catégorie meilleur costume. Meilleure photographie, maintenant, nous avons Frankenstein avec Dan Losten, qui, je crois, était un chef-op de Christophe Gans, qui, je crois, a tourné soit Le Pacte des Loups, soit Silent Hill avec lui, ou un truc dans ce genre-là. Marty Supreme, qui a Darius Khondji à la photographie, qui est le directeur de la photo attitré de Jean-Pierre Jeunet, notamment pendant très longtemps. Nous avons One Battle After Another avec Michael Bowman. Nous avons Sinners avec Autumn Durald Arcapo, qui du coup, avec ce nom, me semble être une femme, mais peut-être que je me trompe. Ce sera du coup une des premières femmes directrices de la photo récompensées. Et nous avons Train Dreams par Adolfo Veloso, qui a pour le coup de très belles images, effectivement. Frankenstein est trop inégal à mon sens. Il y a des images qui sont très très belles, il y a une façon très belle de prendre la lumière et de rendre beau le sale, mais il y a beaucoup de plans aussi qui sont un petit peu dégueulasses, qui sont trop numériques notamment, mais qui sont aussi un peu trop limités, je dirais, dans leur scope. Marty Supreme, je le trouve extrêmement quelconque en termes d'image, ce qui est particulier parce que c'est Darius Khondji, mais je le trouve très quelconque. Et Train Dreams a également de très très belles images, mais je pense pas qu'il l'aura. Pour moi, ça se joue entre deux films, ça se joue entre One Battle After Another, juste parce que c'est ce film-là et qu'il a le vent en poupe pour la sélection, et donc du coup, il y a une chance que ça parte aussi pour lui au niveau de la photographie. Je pense, cela dit, que c'est l'un des Oscars pour lequel Sinners a une véritable chance de remporter quelque chose. Peut-être, j'avais même pas remarqué que c'était une femme du coup qui était directrice de la photo, mais rien que pour l'utilisation du 65 mm pellicule, avec un rendu très particulier et très très argentique, je pense que c'est une photo qui pourrait marquer les votants des Oscars, et du coup je pense que ça se jouera entre les deux. J'ai donc mis un Joker
pour à la fois One Battle After Another et Sinners. Et personnellement, c'est à Sinners que je remettrai ma statuette personnelle, parce que la photo, c'est clair qu'elle était incroyable, c'est une vraie claque, c'était du vrai bel argentique, très bien utilisé, notamment pour filmer des peaux sombres, ce qui n'est pas le truc le plus simple à faire avec de l'argentique, parce que la peau sombre a besoin de beaucoup de lumière pour s'imprimer sur la pellicule. En numérique, ça passe un petit peu mieux, mais sur pellicule, c'est encore plus compliqué. Et vraiment, ça passe très bien, donc je pense que c'est la photo qui mérite le plus de remporter quelque chose. Meilleur casting, qui est donc cette catégorie un peu casse-gueule, parce qu'on ne sait pas quelles sont les habitudes et quelles sont les habitudes dans ce domaine et qu'est-ce qui va être récompensé. Nous avons Hamnet, nous avons Marty Supreme, nous avons One Battle After Another, nous avons The Secret Agent, pourquoi, et nous avons Sinners. Je pense que ils vont être marqués par le choix de casting, notamment d'avoir pris le petit frère de l'acteur qui joue le personnage de Hamlet dans la pièce de Shakespeare à la fin, pour jouer l'enfant Hamnet, comme une idée de casting absolument géniale, qui va être assez marquante, qui va vraiment jouer sur l'acteur pour dire quelque chose, parce que du coup, il y a quelque chose qui se retrouve dans leur visage à eux, vu qu'ils sont de la même famille. Et du coup, je pense que c'est le casting de Hamnet qui va être récompensé. Et également pour avoir pris Jessie Buckley. Il y a aussi ce mec, là je sais plus comment il s'appelle, mais il a eu le vent en poupe pendant très longtemps. Je pense que c'est un casting qui va être vachement loué. Le reste, c'est trop joué sur Hollywood et les acteurs, etc. DiCaprio, Chalamet, etc. Sean Penn. Ça fait trop purement mercantile, je dirais presque. Bien que ce soit des films d'auteur, mais il y a un côté très mercantile à prendre ces acteurs-là parce qu'on sait qu'ils vont marcher, etc. Donc je pense pas que ce sera un truc qui marquera particulièrement. The Secret Agent, je sais pas ce qu'il fout là. Et Sinners, il est intéressant, mais pas au niveau du casting, je dirais. Je dirais pas qu'il y a un moment où un acteur particulier était particulièrement spécial ou marquant dans ce rôle-là, qu'il n'y aurait aucun acteur qui aurait pu le jouer. Je sais pas. En plus, ils ont pris le même acteur pour jouer deux personnages. Alors, c'est une blague pour les bien sûr, mais voilà. À mon sens, ce sera Hamnet qui sera récompensé, et c'est celui que je récompenserai également pour la statuette du meilleur casting, cette nouveauté cette année. Ensuite, en meilleur film d'animation, catégorie très compliquée, notamment pour moi cette année, parce qu'il y a beaucoup de films que j'aime bien dedans. Nous avons donc Arco, qui est français, nous avons Elio, nous avons K-Pop Demon Hunters, nous avons Little Amelie of the Character of Rain, qui est le titre américain de Amélie ou la métaphysique des tubes, et Zootopia 2. Généralement, c'est Disney qui l'emporte dans cette catégorie. Entre Elio et Zootopie 2, je pense que c'est plus Zootopie, parce que c'est celui qui a 1,8 milliard de recettes mondiales, alors que Elio s'est cassé la gueule de partout et tout le monde s'en branle. Cela dit, avec le succès qu'a eu K-Pop Demon Hunters, ça se joue serré entre les deux. Du coup, Joker. Film d'animation, c'est toujours une catégorie compliquée pour moi, donc allez, Joker sans aucun remords. J'ai donc mis à la fois K-Pop Demon Hunters et Zootopie 2 en récepteur potentiel de cette statuette. Pour moi, il a donc fallu faire un choix surtout entre Arco et Amélie, la métaphysique des tubes. Et j'ai récompensé Amélie, la métaphysique des tubes, qui est arrivée deuxième de mon top. Et je sais que Arco, même si je l'aurais mis dans mon top quelque part, je l'aurais pas mis au-delà de Amélie. Donc, ma statuette personnelle, c'est pour Amélie. Meilleure actrice dans un rôle secondaire, nous avons Elle Fanning dans Sentimental Value, Inga machin quelque chose dans Sentimental Value également, qui joue donc l'autre fille, et je ne m'aventurerai pas à essayer de prononcer son nom à nouveau, Amy Madigan pour Weapons, Wunmi Mosaku pour Sinners, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, et Tiana Taylor pour One Battle After Another. Je sais que aux Golden Globes, c'est Tiana Taylor qui l'a remporté, il me semble, notamment pour le rôle dramatique. Je suis parti sur Tiana Taylor pour remporter la statuette des Oscars, et je ne mets pas de Joker dans cette catégorie. C'est souvent compliqué les acteurs, mais je ne mets pas de Joker dans cette catégorie. Mon Oscar personnel, par contre, reviendra à Amy Madigan pour Weapons. C'est pas un film que j'aime particulièrement, c'est même pas une performance que je trouve si extraordinaire que ça, mais par rapport au reste de la sélection, je trouve que les autres ne proposent pas des performances si marquantes et qui crèvent l'écran. Elle, pour le coup, elle crève l'écran. Tu peux pas te dire autre chose quand tu la vois débarquer dans le cadre. La première fois que tu la vois, c'est littéralement de loin dans une forêt, et malgré tout, elle crève l'écran. Donc, voilà. Moi, je l'ai mis sur Amy Madigan, mais je pense que c'est Tiana Taylor qui recevra l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire. Pour ce qui est de la meilleure actrice tout court, nous avons en sélection Jessie Buckley dans Hamnet, Rose Byrne dans If I Had Legs, I'd Kick You, Kate Hudson dans Songs and Blue, Renate Reinsve dans Sentimental Value, valeur sentimentale, et Emma Stone dans Bugonia. Là, pour le coup, j'ai mis un Joker. Je crois que Jessie Buckley a le vent en poupe dans ce truc-là. Cela dit, je crois que Rose Byrne a aussi reçu un Golden Globe, en tout cas, je vais vérifier pendant le montage. Elles jouent toutes les deux des mères courage, ou des mères en tout cas qui affrontent des trucs terribles, et c'est quelque chose que les Oscars adorent dans la catégorie meilleure actrice.
Donc ça va clairement se jouer entre ces deux-là. Kate Hudson joue aussi une mère, mais c'est pas son rôle de mère qui est central à l'histoire, c'est son rôle d'artiste. Et je pense aussi que Renate Reinsve est assez centrale au film Valeurs sentimentales et assez importante dans le truc. Emma Stone, elle en a remporté plusieurs maintenant de statuettes, donc je pense qu'ils vont dire allez, c'est pas la peine non plus d'enfiler encore une autre à Emma Stone. Je suis parti sur un joker entre Jessie Buckley pour Hamnet et Renate Reinsve pour Sentimental Value. Et en ce qui me concerne, ma statuette personnelle, je la remets à Renate Reinsve, parce que elle est vraiment centrale à ce film et effectivement elle est très très marquante. Ensuite, en meilleur acteur dans un rôle secondaire, nous avons Benicio del Toro pour One Battle After Another, Jacob Elordi dans Frankenstein, quelle blague, Delroy Lindo pour Sinners, Sean Penn pour One Battle After Another également, et Stellan Skarsgård pour Sentimental Value. Et je crois qu'il a remporté le Golden Globe, Stellan Skarsgård. Cela dit, en ce qui me concerne, j'ai un gros doute. Ce sera probablement un des acteurs de One Battle After Another. Ça pourrait être Sean Penn, mais je pense qu'on aura une surprise à ce niveau-là, et que ça ira plus sur Benicio del Toro. Sean Penn, je le trouve trop caricatural, au final, dans ce qu'il est en train de jouer. Benicio del Toro marque l'écran sans quasiment rien dire, parce qu'il est très nonchalant dans le film, et c'est un homme de très peu de mots dans le film, et malgré tout, il est marquant. Du coup, je suis parti sur Benicio del Toro. Je remettrai ma statuette personnelle, cela dit, à Stellan Skarsgård pour Sentimental Value. Je pourrais mettre un joker sur Stellan Skarsgård. Je me tâte. Mais non, vous savez quoi, on va jouer. Je vais être joueur. Ça, je vais le regretter, évidemment, pendant la remise des prix, mais je vais partir sur Benicio del Toro en dur et sans joker. Meilleur acteur, nous avons Timothée Chalamet pour Marty Supreme, Leonardo DiCaprio pour One Battle After Another, Ethan Hawke pour Blue Moon, Michael B. Jordan pour Sinners et Wagner Moura pour The Secret Agent. En principe, cette année, c'est l'année Chalamet. Il l'a remporté, je crois, aux Golden Globes. Et ce serait quand même très ironique, après l'avoir loupé pendant des années, Leonardo DiCaprio, qu'il en ait un deuxième ensuite. Je crois qu'il a arrêté d'essayer de les obtenir maintenant, donc ce serait du gâchis de lui filer cette statuette qu'il ne demande même pas. Donc je pense que cette année, ce sera pour Chalamet. C'est comme ça que tout le discours est en train de se former en ce moment sur les Oscars. En ce qui me concerne, dans cette sélection, la performance qui m'a le plus marqué, c'est Ethan Hawke dans Blue Moon. Je suis désolé, mais Sinners, bon, il a une double performance, Michael B. Jordan dans Sinners. Mais j'arrive pas à trouver son jeu si différent entre un des deux frangins, en vérité. Clairement, les autres m'ont pas marqué, hein, Wagner Moura dans Secret Agent, DiCaprio dans One Battle After Another non plus, et Chalamet certainement pas. Donc par élimination, moi je l'ai remis à Ethan Hawke, mais c'est juste parce que voilà, c'est celui qui gabotine le plus presque à l'écran. Meilleur scénario original, en sélection nous avons Blue Moon, It Was Just an Accident, donc c'est un simple accident, Marty Supreme, Valeurs sentimentales, Sentimental Value et Sinners. Je suis parti sur un joker dans cette catégorie-là, j'hésite entre un simple accident, It Was Just an Accident, qui a une histoire qui est assez forte au niveau politique également, mais aussi au niveau humain, et Sinners. Je pense que c'est un des Oscars que Sinners a de véritables chances de remporter également. Ma statuette personnelle, je la remets à Valeurs sentimentales. C'est un scénario extrêmement bien écrit, et du coup, c'est à lui que je remets ma statuette. En meilleur scénario adapté, cette fois-ci, nous avons Bugonia, donc adapté de ce film coréen, Frankenstein, adapté du roman de Mary Shelley, Hamnet, qui est adapté du roman de cette nana, j'ai pas son nom, mais qui est donc revenu sur l'histoire de Shakespeare, One Battle After Another, apparemment c'est aussi un bouquin, je savais pas du tout, et Twin Dreams. Et à mon sens, celui qui a le plus de chance dans cette catégorie, c'est One Battle After Another, parce que je pense qu'il va faire la radia sur les Oscars un peu artistiques, et ça en fait partie. Moi, personnellement, je le remettrais à Hamnet. Je mettrais peut-être un joker sur Hamnet, mais sans aucune conviction, donc voilà, je pars sur One Battle After Another. Meilleur réalisateur, en compétition, nous avons Chloé Zhao pour Hamnet, nous avons Josh Safdie pour Marty Supreme, Paul Thomas Anderson pour One Battle After Another, Joachim Trier pour Sentimental Value et Ryan Coogler pour Sinners. Là, pour le coup, je suis parti sur un joker entre One Battle After Another. Je crois que Paul Thomas Anderson l'a remporté dans d'autres catégories. Il y a quand même une chance pour qu'ils le remettent à Ryan Coogler. Parce que je pense pas qu'ils vont lui remettre le meilleur film, c'est ça le truc. Spoiler pour la catégorie suivante, mais je pense pas qu'ils vont remettre le meilleur film à Sinners. Du coup, je pense que pour compenser, ils lui remettront meilleur réalisateur. Éventuellement, mais je suis même pas sûr qu'il remporte celui-ci, mais voilà, joker pour moi entre One Battle After Another et Sinners. En ce qui me concerne, meilleur réalisateur, je mettrai Joachim Trier pour Valeurs sentimentales, à la fois en termes de direction d'acteurs et d'actrices, et en termes de réalisation,
Pour moi, c'était le film le plus irréprochable de cette sélection, mais je ne pense pas qu'il sera récompensé parce que, comme je vous le dis, Paul Thomas Anderson, c'est son année, en principe. Je crois que tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'était son année pour remporter un truc, après plusieurs sélections. Donc, voilà, à mon sens, il va le remporter dans cette catégorie. Et en meilleur film, c'est à peu près sur quoi je vais partir du coup, en compétition, nous avons Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners et Train Dreams. Pourquoi il se retrouve là-dedans? J'ai un joker entre One Battle After Another, qui est vraiment parti dans la conversation pour être le film qui va gagner, mais j'ai un petit doute sur Sentimental Value, parce que Hollywood adore parler de lui-même, ou en tout cas parler du cinéma en règle générale, et du coup Sentimental Value, ça parle à fond de ça, quoi. Donc j'ai quand même un gros doute sur le fait qu'ils le remettent potentiellement à Sentimental Value, peut-être en surprise, vous savez, un petit peu comme Kodak que personne n'avait vu venir, je vois vraiment pas Sinners partir avec. Peut-être s'il n'y avait pas eu One Battle After Another, mais en compétition avec ce film-là, je pense qu'il a aucune chance. Et ma statuette personnelle dans cette sélection, du coup, je l'ai remise à Sentimental Value, parce que c'est vraiment un des films que j'ai le plus aimé dans toute cette sélection des Oscars. Voilà, mesdames et messieurs, ce récapitulatif des films en compétition et ses pronostics. Je vous invite à me rejoindre après la cérémonie, donc la cérémonie sera dans la nuit du 15 au 16, je crois. Ma vidéo ne sortira probablement pas le lendemain même, mais probablement le jour d'après, 48 heures après, un truc dans ce genre-là, où vous aurez donc ma réaction en live à la cérémonie et à chaque victoire ou échec. Et on comptabilisera les points du coup pour voir est-ce que j'arriverai à faire mieux que l'année dernière, où j'avais fait une très bonne année, une de mes meilleures années, je crois que j'en avais eu 13, 15, un truc dans ce genre-là. J'en étais bien sorti alors que c'était une année en plus complètement foireuse. On verra bien du coup comment ce sera parti pour cette année, mais je suis relativement confiant cette année sur mes pronostics. Je crois que j'arrive enfin à comprendre à peu près comment ça fonctionne. C'est là que j'en refais zéro, vous allez voir. Je vous invite évidemment à mettre vos pronostics dans les commentaires. Pour une fois, on a le temps de les faire parce que je sors cette vidéo en avance. Donc profitons-en, mettez-moi vos pronostics à vous dans les commentaires. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!